Je pense qu'on va commencer par une prière. Père éternel, je voudrais te confier ce moment, que ton Saint-Esprit prenne le contrôle. Merci de nous réunir une fois de plus pour apprendre. Merci, Père éternel, de faire de nous des vases vides pour que tu puisses nous remplir de connaissances. Nous te confions ce moment de partage d'expérience, ce moment d'apprentissage, que ton Saint-Esprit remplisse, Père éternel, notre guest speaker, afin que la session de ce soir soit une session de bouleversement, une session qui parle au cœur de quelqu'un, une session qui parle à la destinée de quelqu'un. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle au Père éternel et que toute la gloire te revienne dans le saint nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bonsoir, chers milliardaires. Comme vous le savez, ce mois est consacré au pouvoir du branding. La semaine dernière, nous avons vu le personal branding de Jésus et aujourd'hui, nous voyons branding, positionnement de marque. Nous avons l'honneur de recevoir ce soir M. Marc Arthur Kouassi, que je vais présenter. M. Marc Arthur Kouassi est ingénieur publicitaire et ressources humaines de formation, formé de 2008 à 2010 au groupe École Agitel Formation d'Abidjan. Il est présentement expert en développement organisationnel et consultant pour la coopération allemande GIZ et consultant senior pour les questions digitales avec le cabinet CIMEF International. Il a préalablement obtenu le BTS en communication des entreprises en 2006 à ESSEC Poincaré, ce qui lui a permis de faire ses premières armes pendant 6 mois à la Côte d'Ivoire en qualité d'assistant de la directrice de communication. Il était en charge du suivi efficace de toute la communication interne et de l'animation du journal de l'entreprise. Il a aussi travaillé sur l'écriture du discours officiel pour le top management. Après son diplôme d'études supérieures en communication, équivalent au master en 2010, et à la faveur de la crise post-électorale, il est allé à Fès au Maroc pour un perfectionnement multimédia et au métier de digital. Donc, il a pu travailler de 2010 à 2013 sur le projet d'expansion en Afrique subsaharienne de la station HIT Radio au siège de Rabat, au Maroc. Il a aussi effectué des missions d'intérim call center pour Freebox en 2014 et 2015. Il avait pour mission de gérer les plaintes des clients français. Après 5 ans donc au Maroc et plusieurs aventures entrepreneuriales, il a pris en main et il a décidé de se consacrer maintenant aux techniques de communication digitale. Il est donc rentré au pays, en Côte d'Ivoire, où il a intégré la régie publicitaire Cordon Bleu. Donc, il a travaillé à Cordon Bleu sur la présence en ligne de la marque. Il a travaillé aussi sur la mise en place de toute la stratégie digitale de ce que nous connaissons tous, un événement assez célèbre appelé Festival des Grillades d'Abidjan. En 2015, il a été approché par une jeune équipe pour travailler d'abord sur un projet d'émission télévisée qui a très vite pris de l'ampleur grâce à la stratégie d'attraction digitale qu'il avait conçue. Et donc, en un an, ils sont passés de start-up inconnu à une marque internationale grâce à une communication digitale efficace. En 2017, après son retour du Salon du chocolat de Paris, ils ont intégré les rayons hautement prisés du duty free pour y vendre les chocolats 100% ivoiriens. Ce grand pas n'aurait pas été possible sans une communication influente et bien orchestrée. Donc, depuis 2018, les entreprises continuent leur expansion et sont beaucoup plus en sous-production au vu de la demande plus forte de l'offre. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est à la recherche de nouveaux challenges et il a décidé de déployer une nouvelle stratégie appelée Attractor pour toute entreprise qui souhaiterait se servir efficacement du web. Et sa grande connaissance des habitudes de consommation des internautes ivoiriens et sa formation de vente en ligne lui confère un avantage hautement concurrentiel. Donc, il a fait sortir une série de manuels marketing et digital pour aider le maximum de personnes à mieux se faire connaître et mieux vendre grâce à Internet, notamment sur les réseaux sociaux. Et donc, pour finir, ce qu'on va retenir, c'est que Marc Arthur Kouassi est ingénieur publicitaire de formation
est spécialisé aujourd'hui en développement de marque. C'est un entrepreneur et c'est un honneur pour nous de le recevoir. Il est un enseignant, il est quelqu'un qui s'y connaît véritablement en matière de marque, en matière de positionnement et nous espérons ce soir apprendre beaucoup de lui. Merci infiniment, M. Makatu Kwasi, dit Attractor. Merci d'avoir honoré la communauté Dominion Mandé Tribe à votre présence. Nous sommes très heureux, nous sommes très fiers, voilà, de tout ce parcours-là et nous savons que ce soir, nous serons richement bénis. Alors, merci à la reine, à la milliardaire reine Atunga et donc je te passe la main pour la suite. Désolée, j'avais mis mon micro. Donc, voici ainsi présenté notre illustre invité de ce soir. Donc, j'espère que nous avons tous nos blocs-notes parce que nous avons tous et toutes besoin de ces connaissances. Donc, prenons note et n'oublions pas qu'à la fin à la fin de son temps de parole, nous aurons des questions. Donc, voici, M. Makatu, je vous passe la parole. Vous avez la parole. Merci beaucoup à la Danse Yaba pour l'honneur qu'elle me fait de partager mes connaissances. Je dis souvent, tout ce qui se partage se multiplie et c'est ce principe-là que j'utilise. Voilà, je suis développeur de marque, comme elle a dit. Il y a longtemps que je n'avais pas entendu mon parcours, mais bon, en tout cas, je suis heureux d'être là, de partager et je suis convaincu que ça va vous apporter un plus. Et je resterai disponible justement pour toutes les questions, pour qu'on puisse vraiment aller en profondeur. Je tiens à dire que je suis un passionné à la base, donc du coup, je parle avec beaucoup de passion, mais le temps est restreint. Donc, j'ai fait un petit slide qui résume un peu quelques grands points, quelques mots-clés que je vais partager avec vous. Et puis, comme on le dit, ça va sûrement se multiplier. Donc, je vous partage à l'écran mes slides, les slides que j'ai prévus simplement pour pouvoir partager. Voilà, je disais à Yaba, j'espère que vous voyez, si je peux voir dans la discussion, j'espère que vous voyez ce que j'ai partagé parce qu'il y aura des slides. Voilà. Voilà. D'accord. Donc, comme je disais, merci à tous ceux qui sont connectés. Je ne verrai pas peut-être directement les discussions, mais s'il y a des questions qui sont importantes et récurrentes, n'hésitez pas à m'interrompre et puis on pourra échanger. Voilà. L'idée, c'est beaucoup plus d'échanger. Je vais partager un peu et puis on va le faire. Donc, j'ai prévu en fait aller vraiment de manière pratique parce que le temps est très court. Le développement de marque en 1 heure, ce n'est pas possible de voir tous les aspects. Donc, je suis allé sur un cas qui sûrement peut-être parle à presque tout le monde et puis ensuite vous expliquer comment est-ce que ça se met en place et comment ça fonctionne principalement. Donc, le thème, c'est branding et positionnement de marque. Voilà, donc on va parler pendant 1 heure et juste après, je vais vous partager aussi un e-book que j'ai, parmi les e-books que j'ai écrit aujourd'hui, je vais vous offrir un e-book. Voilà. Donc, nous sommes dans la session. Donc, j'espère que je peux commencer. J'espère que tout le monde est là. En tout cas, si je vais trop vite, n'hésitez pas à m'arrêter. Mais si je vais trop lentement aussi, n'hésitez pas à me booster. Voilà. Voilà, donc avant de commencer, la photo que vous voyez, c'est la photo d'un de mes mentors. En fait, c'est quelqu'un que je suis. En fait, je suis tombé sur une de ses citations et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, énormément de choses, parce que ce que je vais vous enseigner là, que j'ai appliqué et qui a fait passer une idée à marque locale et de marque locale à marque internationale, sont des principes qui fonctionnent. Donc, Abraham Lincoln, c'est le monsieur que vous voyez. Il a une citation qui est devenue célèbre et qui est presque mon leitmotiv chaque jour. C'est que lorsqu'on te donne un arbre à abattre en 6 heures, il faut prendre 4 heures pour aiguiser sa hache. Et très souvent, ça nous arrive, nous qui sommes porteurs de marque. Voilà. Donc, souvent, on se dit non, depuis que j'ai lancé mon truc, il n'y a pas de clients. Souvent, on se dit, en fait, on est pressé parce qu'aujourd'hui, on est sur les réseaux sociaux, on voit que l'autre commence à avoir 10 000 likes, l'autre se dénude, certains sont dans des bad buzz, leur société grandit et donc, du coup, tout le monde est lancé, mais en réalité, très peu se sont préparés. Et du coup, moi, je parle de développement de marque, donc je parle d'une expérience et d'une histoire qui est à bâtir. Donc, ce dicton-là, si on te donne un arbre à couper en 6 heures, en prenant 4 heures, on va éviter beaucoup de choses.
Et ça c'est avéré parce que justement, quand, comme on l'a dit, si tu es trop pressé, ils vont enlever ton riz au feu pour te donner. Et si ce n'est pas cuit, tu vas manger quand même, mais ça risque de ne pas vraiment te plaire. Donc, pour commencer, je veux déjà que vous puissiez comprendre que si vous avez une marque à développer, le plus important, vraiment le plus important sont les points qu'on va voir. Et si ça c'est bien réussi, il y a des choses que vous n'aurez pas à faire. Et de manière naturelle, vous allez voir ce qui va arriver justement avec l'image qui suit. Donc, ici, je sais que tout le monde connaît cet exemple. C'est un carreau de sucre et autour, il y a des fourmis. En fait, pour expliquer la méthodologie d'attraction, la méthodologie attracteur pour un porteur de marque, pour quelqu'un qui a une idée, pour quelqu'un qui veut laisser une trace, pour quelqu'un qui a découvert des besoins profonds auxquels il peut apporter une solution sur le long terme, cette stratégie qu'on va voir ensemble, en fait, vise à fonctionner comme le carreau de sucre qui attire les fourmis. Alors, si vous avez déjà fait un exemple, vous verrez que, par exemple, lorsque on nous donne un carreau de sucre qu'on dépose, par exemple, sur notre bureau, ou bien sur notre siège, ou bien sur notre table au salon, au départ, on ne voit pas des fourmis. Mais on se rend compte que sans que le carreau de sucre ait marché pour aller chercher des fourmis, sans que le carreau de sucre ait à faire beaucoup de tapage, les fourmis elles-mêmes sortent de là où elles sont, dans la maison, parce qu'elles sont là, mais on ne les voit pas, et elles viennent s'agglutiner sur le carreau de sucre. Alors, pour que ce soit simple à retenir, si vous devez retenir une chose de ce partage que je vais faire, c'est qu'il y a des méthodes qui font en sorte que vos véritables clients, les clients qui vont bâtir votre marque avec vous, les clients qui vont devenir votre communauté, des clients qui vont se reconnaître en vous, des clients qui seront prêts à faire votre publicité, sont comme les fourmis qui sont attirées par le sucre. Seulement, pour que ces fourmis-là puissent sortir, il faut arriver à devenir le carreau de sucre qu'elles veulent. Donc, ici, notre business va représenter le carreau de sucre ou alors la boîte du carreau de sucre. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur qui pourra attirer les fourmis? Et pour nous, les fourmis sont des clients. Mais pas n'importe quel client, pas les clients oiseaux, des clients avec qui on va bâtir une communauté. Parce que justement, le principe d'une marque, excusez-moi, je vais regarder la discussion. Attendez, excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? Parce que je vois que Reine Angélique et Lucienne Capou me disent qu'elles ne m'entendent pas. Non, non, moi, je vous entends, mais je répondais à Dame de Grâce qui disait qu'elle ne vous entendait pas. Ah oui, donc peut-être c'est un réglage. OK, peut-être que c'est un réglage. OK, d'accord, OK. Voilà. Donc, j'étais en train de dire, en fait, que ce qui est le plus important, c'est de savoir, en fait, comment est-ce que les grandes marques sont développées. Parce que quand on le sait, on peut voir, en fait, nos erreurs, on peut voir facilement ce qu'on n'a pas encore fait ou bien ce qu'on aurait pu faire pour pouvoir justement améliorer. Alors, il ne faut pas qu'on se mente. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se sont lancées dans l'entrepreneuriat parce que peut-être c'était chaud, peut-être parce que quelqu'un a dit qu'on a un talent, peut-être qu'on a une passion, on s'est lancé dedans. Mais dès qu'on se lance, ça devient un projet. Et un projet, c'est un métier. Donc, il y a la comptabilité, il y a le marketing, il y a la communication, il y a le branding, il y a le design. Et tout ça, ça fait partie justement de l'entreprise. Mais on n'arrive pas tous les jours à réunir toutes les compétences qu'il faut. Mais pour moi, c'est celui qui conduit la voiture qui doit avoir le permis. Les autres sont des personnes qui peuvent monter, descendre à certains niveaux, mais celui qui conduit la voiture, celui qui porte la marque, celui qui développe sa marque, doit savoir beaucoup de choses. Donc, c'est pour cela que cette image-là va nous emmener au slide suivant. Alors, ça, c'est un paradigme que j'aimerais qu'on puisse changer, déjà à notre propre niveau. Je travaille avec beaucoup d'entrepreneurs, je travaille avec beaucoup d'entreprises, je travaille avec beaucoup de porteurs de projets. Alors, certains ont des budgets, certains n'ont pas de budget, certains viennent de commencer, certains essaient de s'en sortir, certains viennent d'ouvrir leur page Facebook. Donc, chacun a son différent niveau, mais la majorité se retrouve dans un paradigme et je ne sais pas en fait qui réellement nous a montré ça. Donc, du coup, c'est une mauvaise information qui fait que beaucoup de personnes perdent leur énergie. J'ai cherché, j'ai trouvé en fait que la plupart des entrepreneurs copient directement les grosses entreprises. Qu'est-ce que les grosses entreprises font? Quand je parle de grosses entreprises, je parle de Coca-Cola, je parle de Coca-Cola, je parle des grandes boîtes, je parle de Tesla, je parle de Elon Musk, je parle de voilà, ces grandes marques-là, elles
elles ont déjà fait un travail préliminaire. Ce travail préliminaire a permis de dire quelque chose qui était considéré comme une promesse et tout le reste ne sont que des objectifs, ne sont que des communications que ces entreprises-là font justement pour pouvoir influencer les consommateurs. Une entreprise que j'appelle une grande entreprise a des budgets, ils ont d'énormes budgets, c'est-à-dire ils réussissent à mettre 500 millions de dollars, 500 000 euros, 1 million d'euros dans leur communication. Ce qui veut dire que ça, c'est une communication qui fera que tu veuilles ou pas, plus ou moins, tu les vois partout, tu les entends partout, tu as des gens qui ont fait des retours d'expérience, donc plus ou moins, ils arrivent à t'influencer. Donc, les grandes marques ont un budget nécessaire pour pouvoir influencer les consommateurs. Donc, du coup, eux, ils font une stratégie qu'on appelle le mass media. Et beaucoup d'entrepreneurs, en se lançant justement dans l'entrepreneuriat, veulent faire du mass media alors qu'ils n'ont pas les mêmes budgets que les grosses entreprises. Donc, on se retrouve avec des personnes, dès qu'elles ont le produit, dès qu'elles ont, elles ont une idée, elles appellent un infographe, il fait un logo, il commence à poster et aujourd'hui, on leur a dit qu'avec le sponsoring, il peut toucher 2 millions de personnes. Donc, ils mettent tout leur budget dedans, ils font beaucoup de sponsoring, mais en réalité, le fond est vide. Cette approche est une approche qui est erronée et c'est un paradigme que beaucoup de personnes ont. Ce n'est pas le logo qui vend. On verra ça dans notre formation du jour. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de marque, on parle d'identité. Et une identité est loin de reposer sur un beau design ou un beau graphisme. Ce sont des paradigmes qui sont liés. On a l'impression que l'infographe est un publicitaire. On a l'impression que le community manager est un directeur commercial. On a l'impression que nous-mêmes, nous sommes des vendeurs. On a l'impression de beaucoup de choses, mais qui en réalité ne sont pas vraies. On a l'impression que communiquer sur Facebook, c'est gratuit. On a l'impression qu'il suffit d'ouvrir une page et de poster des photos et automatiquement, on a développé une marque. On a beaucoup d'impressions. Et ça, ce sont des paradigmes en fait, qu'il faut déjà, dès à présent, changer. Comprendre la partie la plus importante que nous allons voir justement quand nous allons dérouler dans cette formation. Mais cette phrase est très importante. Une identité est loin de reposer sur un beau design ou un beau graphisme. J'espère que jusque-là, vous me suivez. Donc, pour faire un exercice pratique, chacun à son niveau, si je dis Airbnb, à quoi pensez-vous automatiquement? Vous pouvez peut-être mettre en commentaire si vous avez la réponse. Quand on dit Airbnb, à quoi automatiquement chacun de nous pense? À quoi chacun de nous pense? J'ai entendu, donc j'attends. C'est-à-dire que la personne veut répondre. Oui, merci. Moi, je pense à voyage. Voyage, d'accord. Qui d'autre? Oh. Il y a un autre truc qui n'était pas activé là. Location de maison. Location Location de maison. d'appartement. Location d'appartement. D'accord, location d'appartement, location de maison, voyage, d'accord. Bon, je pense que oui, donc je pense qu'en principe, là, nous tous on est bons puisque c'est ça en fait. Il y a un truc qui était désactivé là. D'accord. OK. Donc, quand je dis Airbnb, on pense automatiquement à voyage, location de maison, location d'appartement, voilà, tout ceci. Vous avez remarqué une chose, c'est que personne n'a parlé du logo de Airbnb. Ce qui veut dire quoi? Une marque, qu'on va voir dans la définition, une marque, en fait, arrive à imprimer des mots-clés dans notre esprit. Et donc, dès qu'on prononce le nom de la marque, automatiquement, dans notre cerveau, il y a des classeurs qui s'ouvrent. Et ces classeurs-là font qu'on reconnaît quelqu'un par rapport à ce qu'il nous a dit qu'il fait et puis à ce qu'on voit qu'il fait. D'accord? J'espère que vous suivez. Donc, très important, le logo, en fait, n'est pas ce qui va faire que vous allez dire que vous avez une marque. Les photos ne feront pas que vous dire, en fait, que vous avez une marque. C'est bien, ça va arriver, mais ce qui est très important, c'est de commencer par une promesse. Ici, sur ce slide, vous voyez que j'ai partagé le logo de Airbnb. Qui connaissait l'ancien logo de Airbnb, le logo bleu? Qui l'avait déjà vu? Je ne sais pas. Moi, je ne l'avais jamais vu. Moi non plus. Voilà. Alors que de 2008 à 2014, lorsque la marque était en train de se créer, le logo ressemblait à Airbnb. Est-ce que entre nous, c'est classe bien ce design? Est-ce que c'est classe bien ce design? Ça, avec Canva, n'importe qui fait un logo Airbnb. D'accord?
N'importe qui peut faire ce logo. Je vous assure que même quelqu'un qui vient de toucher l'application Canva peut faire ce logo gauche à gauche Airbnb. Il l'a utilisé pendant 6 ans, de 2008 à 2014. Et à partir de 2014, on a remarqué qu'il y a un bond dans l'économie de Airbnb parce qu'ils ont eu des personnes qui ont financé, ils ont commencé à repenser le branding, ils ont commencé maintenant à mettre en avant ce qu'ils ont appelé maintenant leur identité remarquable. Ce qui fait que le premier logo, si quelqu'un voit aujourd'hui, va penser que c'est une contrefaçon de Airbnb, mais le second va lui faire comprendre, va lui permettre en fait de se rappeler de la promesse justement qu'on avait définie au départ de Airbnb. Voyage, location d'appartement, location d'hôtel, voilà. Mais en réalité, voici ce sur quoi Airbnb travaille. Airbnb travaille sur trois axes majeurs. Airbnb fournit justement des locations, Airbnb fournit le service de location, fournit le service voilà, de tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a cité, de voyage et tout, mais il travaille sur le fait que celui qui paye un service chez Airbnb doit se sentir chez lui n'importe où dans le monde. Ensuite, il travaille aussi à imprimer dans l'esprit des gens que leurs voyages sont uniques. Enfin, ils travaillent à ce que leur site soit facile d'utilisation pour que tout le monde puisse en bénéficier. Donc, déjà, quand on parle de marque, on parle justement de ce travail-là qui a été fait, la promesse. Donc, si un porteur de marque se met devant vous et vous parle de sa marque en termes de comment on lui dit présente ta marque et qu'il ne parle pas de sa promesse, c'est qu'il ne sait pas encore la marque qu'il a. Il est encore en train de travailler. Je vais vous expliquer un peu ce mécanisme-là justement dans le slide qui suit. Donc, on prend le cas de Airbnb. On a dit qu'à l'évocation du nom Airbnb, sans avoir vu le logo, on pense automatiquement location d'appartement, on pense automatiquement voyage, on pense à tout ce qui touche à attrait au voyage, au loisir, au plaisir entre amis, aux découvertes. Voilà. Donc, ce sont des mots-clés qui sont liés justement à Airbnb. Ensuite, on a vu ensemble que le plus important que Airbnb essaie de réussir, c'est le fait de se sentir chez soi n'importe où dans le monde, l'expérience de voyage unique et la facilité d'utilisation du site. Nous allons donc voir en fait quelques notions. Il y en a plusieurs, il y en a beaucoup, mais je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est d'avoir l'information et cette information permettra à chacun en tout cas, de faire ses recherches, d'approfondir ou peut-être bien comprendre en fait ce qu'il porte et savoir s'il est en ce moment un vendeur uniquement ou alors est-ce qu'il est en train de penser une marque ou alors est-ce qu'il est en train de ne pas réussir justement son coup. Je me rappelle dans une des sessions de coaching que j'ai organisé, il y a une personne qui était venue avec un produit fougueux, il était prêt à mettre de l'argent. Quand on a travaillé, il a vu qu'en fait, c'était juste une idée de passage parce qu'il ne se sentait pas dedans dans 10 ans. Il se voyait juste en train de faire, mais il voulait taper fort, comme il a dit, je veux que ça saute fort, il faut que ça saute fort parce qu'il y a des concurrents. Donc, voilà. Donc, c'est pour dire que quand on est porteur de marque, justement, on a une aspiration qui est beaucoup plus grande. On parle d'un positionnement. Donc, on va parler ensemble des notions clés qui, pour moi, en fait, vous permettront d'avoir un plus sur... Oui, oui, les slides seront disponibles. Oui, les sites seront disponibles. Voilà. Donc, première notion clé, une marque. Puisqu'on parle de marque, on parle de positionnement, on parle de branding, tout ça, ce sont des mots anglais. C'est vrai que la marque, c'est un mot français. Mais on parle de marque et on parle de branding. Vous voyez que déjà, il y a une redondance. En réalité, chacun a son couloir et chacun a sa définition bien précise. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de la marque. La marque, c'est le référencement mental, c'est-à-dire quels sont les mots quels sont les mots qui vont être dans l'esprit des consommateurs. Donc, quels sont les mots auxquels les gens vont se rappeler quand on va dire votre nom. Voilà. Donc, quels sont les mots auxquels les gens vont se rappeler lorsqu'on va dire votre nom. Et c'est ça, en fait, que ce travail-là que vous faites en continu, pendant que vous êtes là, quand vous ne serez plus là, quels sont les mots que vous voulez, en fait, que les gens retiennent, que les gens comprennent de votre service ou de votre produit. Donc, dans la marque, on peut définir une marque personnelle. C'est ce qu'aujourd'hui, on appelle le personal branding. Il y a aussi le branding de marque, le branding produit, le branding service,
il y a différents justement marques. Et tout ce qui parle de marque est justement lié à un référencement mental. C'est-à-dire, dans l'esprit des gens, qu'est-ce que ça évoque? Voilà. Donc, il y a 3 axes pour bâtir une marque. D'accord? Il y a 3 axes. C'est-à-dire, quand on est en train de travailler sur une marque, on va travailler sur 3 mots qui sont très importants et qui vont constituer, en fait, les différents axes de communication que vous allez utiliser. C'est-à-dire, quand vous êtes en train de réfléchir en groupe, ah, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous devrez utiliser ces 3 mots-là. Le premier mot, c'est perception. La perception, c'est-à-dire, comment on vous perçoit? Comme je vous ai dit, ce n'est pas le logo qui fait qu'on reconnaît. C'est vrai qu'aujourd'hui, on reconnaît le logo de McDonald's. C'est vrai qu'aujourd'hui, on reconnaît le logo de Dominion Mandate. C'est vrai qu'aujourd'hui, on reconnaît le logo de Tika ou bien de Miwa ou bien d'une autre marque. Peut-être certaines personnes le reconnaissent, mais ce n'est pas ça, en fait, qui les pousse à l'achat. Ils reconnaissent l'identité de la marque, mais ce qui fait qu'ils se connectent, en fait, c'est autre chose. Donc, le fait que ce soit reconnaissable, c'est la perception. Donc, comment on te perçoit? Et ce n'est pas seulement le visuel, mais c'est tout ce que tu dégages, en fait, comme énergie. Qu'est-ce qu'on perçoit, en fait, à travers ta marque? D'accord? Donc, le deuxième axe qui est très important, c'est qu'est-ce que, après la perception, c'est qu'est-ce que vous dites de votre marque. Après la perception, c'est ce qu'on dit, notre déclaration. Qu'est-ce qu'on dit, en fait, de notre marque? Qu'est-ce qu'on dit aux clients? Qu'est-ce qu'on dit pour les convaincre? Qu'est-ce qu'on dit pour que les autres puissent adhérer? Qu'est-ce qu'on dit pour qu'ils se sentent bien? Qu'est-ce qu'on dit au fur et à mesure pour que les gens, en fait, retiennent notre promesse, retiennent ce qu'on a dit, s'accrochent à ce qu'on a dit et deviennent, en fait, fidèles à ce qu'on a dit. Donc, vous voyez qu'il y a ce travail-là qui est déjà un travail même de leadership, même que la marque, un porteur de marque est censé développer d'abord pour lui-même, mais ensuite pour que sa marque puisse s'exprimer. Et enfin, il y a ce qu'on appelle l'expérience. L'expérience, c'est-à-dire, j'ai vu la marque. J'ai vu la marque, c'est-à-dire, ça passait dans une publicité. Je n'ai pas adhéré à la marque. Quelqu'un est venu me dire, voici ce que la marque est en train de dire ou bien est en train de faire. Je n'ai pas forcément adhéré. Mais le jour où j'adhère, je dois vivre une expérience. Et l'expérience, justement, est basée sur tout ce qu'on a dit qu'on va faire. Et pour la marque, c'est cette expérience-là qu'on s'attelle chaque jour à respecter. Si on veut faire une marque qui va durer après, même quand on ne sera pas là, il nous faudra mettre en place des process. Aujourd'hui, très peu d'entrepreneurs prennent soin de penser à leur process, c'est-à-dire comment est-ce qu'on entretient un client chez nous. Quand il vient, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'on lui dit? Comment on s'y prend? Est-ce qu'on essaie de lui vendre forcément? Est-ce qu'on essaie d'arracher l'argent dans la poche? Voilà. Tout ceci fait partie des process. C'est pour ça que généralement, les porteurs de marque sont appelés des CEO, des fondeurs. Très souvent, sur les chantiers de maison, on vient trouver la maison, on parle automatiquement de décoration, on parle, oui, ça peut être comme si la maison peut faire 2 étages, généralement, on parle de ça. Mais en vrai, le vrai travail est fait à la fondation. Le vrai travail est là où on a mis le plus clair du temps, là où on a mis le maximum de paquets. En tout cas, pour ceux qui ont déjà construit des maisons, quand ils sont en train de parler de leur projet, je sais que les gens ont déjà construit des maisons parce que c'est une club de milliardaires. Donc, pour ceux qui ont déjà construit des maisons, une des parties où le futur propriétaire dépense beaucoup et où il est quasiment obligé, c'est dans les fondations. Parce que si tu veux mettre une maison qui va faire seulement 5 mois, tu peux même pas faire de fondation. Si tu veux faire une maison qui va durer 2 ans, tu peux même pas faire de fondation. Mais si tu veux faire une maison dans laquelle tu vas vivre pendant 10 ans, dans laquelle, lorsque tu seras fatigué, tu pourras quand même te mouvoir, dans laquelle, lorsque tu ne seras plus là, quand même pourras tenir, c'est-à-dire une marque comme le Goudron d'Abidjan, ou bien comme la Basilique, ou bien comme le Plateau, il y a une fondation à mettre. Et c'est cette partie-là qui est très importante. Donc, perception, déclaration, expérience. Ce sont ces 3 axes-là qui, pour moi, doivent hanter
le porteur de marque. Si c'est bon pour vous, je vais passer à l'étape du design. Alors, j'ai fait exprès pour mettre une phrase qu'on trouve justement sur Google quand on parle de design. Aujourd'hui, à cause des designers et des décorateurs et de tous ceux qui sont dans l'embellissement des choses, on a un peu travesti le sens du mot design. C'est pour cela que beaucoup de porteurs de marque confient leur développement de marque à des infographistes qui souvent n'ont aucune notion de vente, n'ont aucune notion de marketing, ils savent juste agencer de belles couleurs. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va voir ensemble un mot très important qui fait toute la différence. La première définition qui est à l'écran, c'est esthétique industrielle appliquée à la recherche de formes nouvelles et adaptées à leurs fonctions. Bon, ici, on parle d'esthétique, donc on voit un peu embellissement. Mais en réalité, le design, dans sa racine même, le design est la composition du produit. C'est-à-dire, on a détecté un besoin, on sait que les gens ont besoin de X ou de Y, on sait à peu près leurs habitudes de consommation, on sait à peu près qui on vise, soit la masse, soit des personnes un peu riches, soit des personnes qui se suffisent, soit des personnes qui sont très pointilleuses sur le design, soit des personnes qui sont à la recherche des emballages typiques, atypiques et tout. Et donc là, il y a une équipe qui se réunit et qui parle du design, c'est-à-dire comment on va présenter notre idée de manière à ce que ce soit adapté à ce qu'on veut faire. Si c'est du savon, est-ce qu'on part sur du gel liquide? Est-ce qu'on part sur du savon dur? Est-ce qu'on part sur du savon de petit calibre? Est-ce qu'on part sur des pots familiaux? Et tout, et tout. Ça, c'est pensé, c'est conçu et il y a une équipe qu'on appelle l'équipe design. C'est différent de l'embellissement parce que l'embellissement, dans la définition d'embellissement, il y a la notion de package. Il y a la notion de package. Donc, ça veut dire, le plus important, il y a le produit en lui-même ou bien il y a le service. Ensuite, il y a l'emballage de ce produit-là. Et enfin, il y a le conditionnement, ce qui permet une utilisation efficace du produit pour satisfaire le besoin des clients. Donc, la partie design représente beaucoup plus là où vous travaillez sur les forces et les faiblesses du produit que vous avez. C'est à cette étape-là que généralement, vous êtes parti enquêter chez vos concurrents, vous avez vu les différents emballages de vos concurrents, vous avez essayé, vous avez envoyé des échantillons à des personnes, ils ont testé, ils ont fait leur retour, et voilà, et au fur et à mesure, vous avez corrigé les imperfections, et votre produit semble prêt en fait à l'emploi parce que justement, il est reconnu. Donc, cette étape est une étape que beaucoup de personnes négligent, ils ont juste vu quelque chose, ils s'y mettent. Après, moi, je comprends, on n'a pas toujours en fait les méthodes, on n'a pas toujours les personnes qui comprennent cela et au départ, on n'a pas forcément de grand budget. Donc, on ne peut pas prendre des équipes marketing, mais c'est important de le savoir. Au moment où vous serez en train de concevoir votre produit, ou bien si votre produit n'arrive pas à décoller, sachez qu'il y a cette étape du design qui peut-être ne répond pas à la cible que vous avez. Je prends un exemple qui est souvent banal, mais imaginez-vous que vous faites un achat de montre chez Zino. Et puis, l'emballage, on vous donne la montre Dino dans une feuille d'attiqué. C'est souvent, en fait, comme ça quand nous-mêmes, on travaille contre notre produit parce qu'on a sauté l'étape du design, parce qu'on a sauté l'étape de est-ce que ça va plaire au client et comment est-ce que le client va aimer, va presque adorer le produit en griffe. D'accord? Donc, ça, une fois que vous avez une montre Dino qui est emballée dans une feuille d'attiqué, vous voyez que déjà, ça repousse celui qui va acheter. Il va automatiquement commencer à douter. Il va commencer automatiquement à se dire, mais ça, c'est pas ce que j'ai l'habitude de voir et tout. Donc, une montre qui coûte 350 000, qui est mal emballée, qui est mal présentée et tout. Voilà, même pour mettre 50 000 francs, il va hésiter. Mais prenons des feuilles d'attiqué qui sont emballées dans un beau paquet design Zino, où on leur a dit que dans cette montre, il y a par exemple une Bombay Mercier, il y a peut-être une Casio, il y a peut-être ma montre, c'est une Casio Edifice, mais il y a d'autres, il y a d'autres marques. Et puis, on lui a dit juste que ce parfum coûte 350 000 francs. Souvent, l'emballage est tellement beau
la présentation, l'endroit où il a été mis, le discours des vendeuses, la présentation des vendeuses, tout le cérémonial qui est fait autour, fait que la personne ne va même pas chercher à regarder à l'intérieur du parfum. La confiance est installée parce que justement, ils ont travaillé sur le design et le design est attrayant. Donc, le design permettra de comprendre comment le produit peut être le maximum attrayant. Donc, c'est ce sont des questions, c'est des fois du bon sens. Est-ce que mon produit est bon? Est-ce que mon produit est bien préparé, est bien présenté? Est-ce que mon produit inspire confiance? D'accord? Et maintenant, il y a le branding. Le branding, maintenant, vient en fait après toute cette étape qui, maintenant que le produit est prêt à être lancé, ou le produit est bon, on a un bon produit en termes de qualité, on a un bon produit au niveau de sa forme, on a un bon produit au niveau de son utilisation, c'est-à-dire que des fonctions qu'on a définies, qu'on va lui donner, ça va, et tout le monde est satisfait de ça. Maintenant, on va passer au branding, c'est-à-dire qu'on va prendre maintenant le produit et le mettre dans un environnement. C'est à ce niveau-là qu'on parle maintenant des affiches. Donc, quand le branding est bien réussi, on a un bon produit sur une belle affiche. Et donc, le fait de connaître le produit, son utilité, de connaître les clients, parce que justement, dans l'étape du design, on a des focus group, on interviewe des personnes, en fait, tester notre produit. On sait maintenant que les femmes qui utilisent sont des femmes qui sont au boulot. Donc, vous allez voir qu'il ne suffira pas de faire que des photos dans un studio pour dire que mon branding est réussi. Il faudra réussir à mettre votre produit dans l'environnement justement où votre produit est idéal. Si vous vendez du thé pour que les gens se réveillent, c'est vrai qu'il y aura la communication produit. Ils vont faire des infographes, appellent ça les pack shots, dans un beau studio, ils vont le faire et tout. Mais lorsque vous aurez travaillé sur votre promesse et que vous allez dire, par exemple, que mon thé vous réveille, automatiquement, vous verrez qu'au niveau de la communication, ce qui va vous venir à l'esprit, c'est que si on parle de thé qui se réveille, on peut vendre ce thé-là à des personnes qui sont au bureau juste après 13 heures. Donc, notre stratégie de communication sera de mettre le thé dans l'environnement des travailleurs et puis d'en faire des photos pour montrer que l'effet agit et tout, et tout. Donc, le branding, c'est de réussir à mettre le produit dans l'environnement qui va impacter, qui va faire comprendre au consommateur qui est encore sceptique souvent, de se dire, effectivement, je peux faire confiance à ce produit ou bien telle personne que j'aime le recommande et je l'achète. Donc, le branding, c'est comment mettre le produit dans l'environnement. Le branding pour le personal branding, c'est comment être dans un environnement. Comment être pour avoir ce qu'on veut dans un environnement. D'accord? Donc, ça, c'est concernant le branding. Ensuite, il y a ce qu'on va appeler le positionnement. Alors, le positionnement, souvent, c'est pas défaut, hein, c'est pas défaut. Et aussi, je comprends, beaucoup de personnes se disent que le positionnement, c'est je veux me positionner comme leader. D'accord? Mais en fait, cette phrase-là inclut une réalité. Le positionnement, ça veut dire qu'il y a différentes positions de différents produits chez vos clients. Voilà. Le positionnement, ça veut dire qu'il y a déjà des produits qui ont des positions dans le mindset de vos clients. Maintenant, quand vous dites que vous voulez vous positionner, ça veut dire que vous êtes conscient que vous n'êtes pas le seul produit et que vous avez choisi de parler à un couloir précis dans l'esprit de votre client. Je peux comprendre aussi qu'au départ, on ne sait pas réellement notre positionnement. C'est pour ça que je vous ai pris l'exemple de Airbnb qui aujourd'hui qui a fait une économie de rupture qui génère énormément de milliards. Pourtant, ils n'ont pas d'échelle immobilière. Mais c'est très important qu'on commence justement avec ce qu'on a et l'expérience qu'on acquiert sur le terrain doit devenir justement votre moteur pour investir mieux dans votre marketing parce que c'est que le marketing qui vous permettra de passer à l'étape suivante de votre évolution. Parce que celui qui n'investit pas dans son marketing ne pourra pas parler à long terme de marque. Coca-Cola est très connu, mais est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas 2 semaines sans faire de publicité? Parce qu'ils ont compris que sans publicité, ils ne sont pas visibles. Et quand ils ne sont pas visibles, ils sont en concurrence avec l'oubli, ils sont en concurrence avec les autres produits, ils sont en concurrence avec tous ceux qui veulent se positionner. Et aujourd'hui, vous remarquez qu'on est, on est cible d'énormément de sponsoring.
tout le monde fait du sponsoring. Donc, quand on se connecte le matin, avant, sur Facebook, c'était pour rigoler, pour discuter, pour causer. Et aujourd'hui, on est bombardé de sponsoring parce que les gens, même maintenant, ils arrivent à savoir quels sont les sites sur lesquels tu t'en vas, ils arrivent à te tracer. Donc, si tu n'as pas réussi à connaître ton positionnement pour rester dans le long terme, tu seras obligé de faire du sur-place pendant des années et penser que les gens te connaissent. Mais dès lors que tu auras un moment de repli, automatiquement, tu sortiras de leur esprit parce que Dieu a créé l'oubli et l'oubli fait partie de l'homme. Sinon, si on devait se rappeler de tout ce qu'on a vu depuis qu'on est né, je pense qu'on n'allait pas s'en sortir, on allait déjà saturer. Donc, le positionnement, pour terminer, c'est de prendre conscience qu'il y a différents produits qui fournissent la même chose que vous. Si c'est du thé, il y a des thés pour mincir, il y a des thés pour, je ne sais pas, pour jaunir, pour rougir, pour grossir, je ne sais pas, mais il y a différents thés. Et maintenant, vous, c'est qu'est-ce que vous voulez prendre justement comme place? Quel est le couloir que vous voulez occuper dans l'esprit de votre consommateur? De manière à ce que, quand on dit thé, automatiquement son casier, le casier qui a fait que vous l'avez marqué, s'ouvre ou qui pense à vous au moment de l'achat, ou bien lorsque quelqu'un cherche un produit qui est similaire à ce que vous faites, il puisse vous recommander. Pour terminer, on va parler des 3 attentes des clients vis-à-vis d'une marque. Alors, il faut savoir qu'il y a 3, on appelle ça, moi j'appelle ça la pyramide de réussite d'une marque. La pyramide de réussite d'une marque commence par une base. Et ça m'a été, je me suis inspiré de la pyramide de Maslow qui parle des besoins, qui hiérarchise les besoins en fonction de manger, ensuite se loger, ensuite se vêtir, enfin avoir une possession, intégrer des groupes et puis se réaliser soi-même. Donc, il a 5 niveaux, mais nous, on va parler de 3 niveaux qui sont très importants pour que votre marque ou bien votre idée devienne marque. La première chose qui est très importante, qui est la base, sans ça, en fait, il n'y a aucun pilier. Sans ça, vous n'allez même pas faire 3 mois. Même si vous mettez 200 millions, même si vous mettez 300 millions dans votre produit, si la première base, la première attente, qui est le rapport qualité-prix, n'est pas garantie, ne pensez même pas aller loin avec votre marque. Autrement dit, si votre produit est mauvais, si votre produit ne répond à rien, si votre produit, pour le prix que vous affichez, ne résout même pas les besoins, soyez sûr que votre produit n'ira pas loin parce que vous allez peut-être bluffer les gens avec de beaux logos, vous allez bluffer les gens avec une belle communication, vous allez bluffer les gens avec des paroles mensongères, mais votre produit, lui seul, va repousser tous ceux qui sont ses clients-là. Et un client qui est déçu d'un produit, au départ, il peut être juste déçu sur terre, ou il peut devenir un détracteur. Ça veut dire qu'au lieu d'attirer vos clients, vous serez en train de donner des arguments et des armes à des potentiels clients de devenir des mécontents. Des mécontents, et quand ils deviennent très mécontents, ils deviennent des détracteurs. Donc, vous serez obligé maintenant d'essayer de rattraper ce tir et sachez qu'un client qui a été déçu, quand il vous voit, vous l'énervez en même temps. Voilà, vous l'énervez. Donc, première attente fondamentale de tous les clients que vous aurez, tous les clients, c'est le rapport qualité-prix. Vous pouvez avoir vous pouvez faire, le livreur peut vous doubler, il peut avoir une livraison, vous avez passé une commande, ce n'est pas venu, mais tant que vous aviez un bon rapport qualité-prix, vous verrez que les clients, de manière naturelle, un bon rapport qualité-prix, vous verrez que les clients, de manière naturelle, arrivent à vous comprendre, arrivent souvent à laisser passer certaines fautes. Mais quand votre produit est mauvais et puis vous faites des erreurs vous mettre dessus, c'est que, vous n'étiez pas prêt pour votre produit, vous ne savez même pas ce que vous vendez, vous n'êtes pas prêt, vous avez voulu suivre peut-être des gens, mais vous allez vous retrouver justement avec la réalité des stocks bien vendus et puis après, gâter le nom de vos commerciaux, gâter le nom de votre community manager le pauvre, gâter le nom de Mark Zuckerberg et ainsi de suite. Donc, premier rapport, qualité-prix, très important comme attente dans des clients vis-à-vis d'une marque, le rapport qualité-prix. Délivrer plus que ce que vous donnez, vous dites même. C'est-à-dire, si quelqu'un est venu, qu'il est venu payer un produit chez vous, demandez que les vendeuses aient le sourire. Le sourire est beaucoup plus même que ce qu'il vient acheter en fait. Parce que si ce n'est pas chez vous, il paiera ailleurs. Par contre, quand vous réussissez à avoir un bon rapport qualité-prix et les gens sont satisfaits, vous devenez comme des personnes où on dit on fait basse.
Parce qu'en fait, ce n'est pas le bas, c'est parce que la personne se sent à l'aise. Le produit répond à ses besoins et quand il s'en va acheter, là, il est satisfait. Donc, un client satisfait peut vous envoyer 10. Un client mécontent peut vous chasser dans l'esprit de 100 personnes ou plus. Parce qu'un post sur Internet, 2 posts sur Internet, 3 posts sur Internet, si vous n'êtes même pas, si vous-même vous n'avez pas une véritable stratégie digitale, c'est sûr que votre produit va couler, quel que soit le budget que vous avez mis à l'intérieur. Le deuxième niveau, justement, c'est l'identité remarquable. Et je vais revenir sur la présentation du départ où j'ai parlé du logo de Airbnb. Jamais le logo de Airbnb n'a fait qu'un client a refusé de venir chez Airbnb. Jamais. Ce n'est pas le logo qui a attiré les clients. Seulement, quand ils ont commencé à passer à un autre cap de leur activité, comme je vous ai dit, de 2008 à 2014, ils grouillaient. C'était des grouilleurs. Le modèle était un peu difficile parce que quand ils ont fait les études, ils se sont rendus compte que les gens avaient un peu la crainte. Pourquoi je vais partir d'un hôtel? Pourquoi je vais prendre une maison? Pour les propriétaires de maison, c'était est-ce que les gens viennent gâter mes choses? Et si les gens, voilà, c'était un peu des questions de crainte. Donc, vous allez voir que ce n'est même pas la location d'appartement qu'ils ont fait. Ils ont commencé par créer une communauté de personnes qui utilisent des maisons, mais qui ont dans un esprit de fair play, dans un esprit de partage. Donc, ils ont réussi à créer une identité en faisant comprendre aux gens que quel que soit où tu t'en vas, tu vas te sentir chez toi. Tu vas te sentir chez toi. Il y a une autre boîte qui est en train de suivre le même processus, mais ils ont un autre positionnement. Un autre positionnement, peut-être je vais parler de ça tout à l'heure. Donc, deuxième chose, créez votre identité remarquable, de manière à ce que quand on dit le mot-clé, on pense à vous. Quand on voit les couleurs, on pense à vous. Quand on voit le logo, on pense à vous. Quand on voit le produit dans un rayon, on pense à vous. Donc, ça, maintenant, comme je vous ai dit, ça part du design, du branding, des campagnes de communication pour la visibilité, la notoriété, et ça en continue. Voilà, c'est pour ça que je disais financer votre marketing, parce que si vous ne financez pas votre marketing, c'est impossible d'aller chercher de l'argent ailleurs, venir financer un produit que vous vendez. Donc, si vous vendez vos produits et que dedans, il n'y a pas de budget pour votre marketing, c'est comme si on vous a donné une mangue, vous avez mangé la peau, vous avez mangé la chair et puis vous avez cassé le noyau. Il y a un noyau qui doit être planté, que ça puisse produire de nouveaux fruits. Donc, cette identité remarquable est très importante. C'est à ce niveau-là que des personnes qui sont sur un marché gagnent déjà de l'argent, arrivent à obtenir des clients, mais à un moment donné, ils sentent qu'ils ont l'argent. Les gens payent les produits, les gens recommandent, mais ils ont envie de passer à un autre niveau. Ils ont envie de laisser quelque chose de plus grand, en fait, que la simple relation transactionnelle là, où on lui donne l'argent, il donne les produits. Il a fait les campagnes, les gens aiment ce visuel, tout le monde dit que son logo est beau. Là, maintenant, on le reconnaît, mais il a envie de passer à un autre niveau. Et c'est à ce niveau-là qu'on arrive, quand je parle de la troisième attente obligatoire des clients, c'est comment est-ce que votre marque devient une marque inspirante. C'est-à-dire, comment est-ce que vous arriverez à faire parler votre marque, à donner des aspirations à votre marque et puis à emmener cette marque-là justement à se développer, à se déployer, c'est-à-dire à déployer son potentiel. Je prends un exemple. La fonction première, rapport qualité-prix de Orange, on sait bien, c'est la téléphonie. Voilà, c'est la téléphonie. Aujourd'hui, quand on parle de téléphonie, quand on dit Orange, on sait que c'est une société de téléphonie. Donc, rapport qualité-prix, quand tu lances l'appel, tu arrives à joindre les clients, ils ont commencé à travailler autour de ça et ça continue. Ils font des promotions chaque mardi, malgré qu'ils brassent des milliards et que ce soit le vent qu'ils vendent, ils brassent des milliards et ils arrivent à maintenir la satisfaction qualité-prix. Donc, vous voyez que souvent les gens se plaignent de leur qualité, il n'y a pas de réseau et tout, mais ils travaillent de manière à ce que ça soit résolu. Ils peuvent se dire, on gagne beaucoup d'argent, on s'en fout de ceux qui se plaignent, et ils travaillent toujours à mettre des pylônes. Et ça, c'est un axe qu'ils ont choisi. C'est une attente qu'ils savent que dès qu'ils vont faillir à cette première attente, c'est sûr que tout le reste, l'image va se détériorer et puis automatiquement, ils vont décevoir les personnes parce qu'ils n'arriveront pas à ventiler leurs promesses. Donc, le premier niveau de Orange, c'est de vendre des unités, de créer la connexion entre les clients. Le deuxième, c'est de faire reconnaître son logo. Donc, aujourd'hui, je pense et je suis convaincu même que celui qui voit un carré Orange quelque part sur un fond noir, il va penser Orange d'abord. Parce qu'ils ont réussi
à se positionner. Leur nom, c'est Orange. Donc, le logo n'est pas compliqué. Un carré sur un fond noir, point. Mais il y a un club en ce moment qui marche. Le fondateur, là, lui, il s'est levé un matin, il a envie de mettre un phare avec le soleil, avec la plage, avec le sable, pour dire que c'est de 500 bras et tout. Devant le logo est compliqué et c'est étrange, je n'arrive pas. Moi, généralement, ce que je recommande aux PME, quand on commence, les gens doivent prononcer le nom de votre boîte. Donc, il faut que dans votre logo, ce soit le plus simple possible. Vous faites une écriture. Les gens n'ont qu'à prononcer votre nom. Plus ils vont prononcer, plus ça va rester dans leur esprit. Ça, c'est vraiment une stratégie que je propose à mes clients. Ne vous fatiguez pas pour le logo. Ça peut être votre signature, ça peut être un texte, ça peut être quelque chose de light, quelque chose de sobre. Aujourd'hui, on tend vers le minimalisme. Il y a trop d'informations sur Internet, il y a trop d'informations sur le digital pour avoir des logos compliqués. Très peu de personnes se lèvent pour décortiquer votre logo. Très peu de personnes, sauf les infographes entre eux pour se vanter des derniers outils qu'ils ont utilisés pour faire le logo. Sinon, 90%, même 95% de ceux qui achètent vos produits, franchement, ils ne mettent pas plus de 5 heures sur votre logo, ils ne mettent même pas plus de 5 minutes sur votre logo. Voilà. Par contre, de loin, ça les frappe. Donc, ça, c'est très important. Deuxième attente, l'identité remarquable. Et troisième attente que Orange réussit bien, c'est qu'ils ont une aspiration. Le logo, le slogan de Orange, c'est « The future is bright, the future is orange ». Ça veut dire le futur est lumière, le futur est lumineux, le futur est orange. Donc, le positionnement, c'est de s'affilier dans l'esprit du consommateur tout ce qui concerne la technologie, tout ce qui concerne l'innovation, tout ce qui concerne une vie beaucoup plus intéressante, tout ce qui concerne tout ce qui tourne autour de l'innovation, du futur, de demain, des avancées, il faudrait que les clients pensent à Orange. Vous voyez que Orange n'a pas comme slogan « Je vais prendre l'argent dans votre poche » ou bien « Donnez-moi mes 500 » ou bien « Donnez… » Non, ça peut être des petits slogans de campagne. Mais la réalité profonde, c'est que Orange s'est focalisé sur un positionnement qui est très clair. Orange est dans le futur. De manière naturelle, les actions que Orange mène, ce sont des actions sur la digitalisation, l'autonomisation des femmes, la création de fondations, la création de pôles d'éducation, parce qu'on sait que le futur, c'est l'éducation, et Orange s'est positionné là. Donc, tant qu'il y aura des personnes qui aspirent à un futur lumineux, ils seront chez Orange. Et souvent, ils sont chez Orange, ils ne savent même pas pourquoi ils sont chez Orange, mais ils sont chez Orange quand même. Donc, ce sont les notions clés que je voulais vous partager. Il y en a plusieurs, il y en a beaucoup plus, mais déjà, voici avec ce peu de mots, le tour qu'on a pu faire. Voilà, donc on va essayer, comme je disais, la mission de LM, c'est de faire en sorte que vous sortiez chez vous, même en étant ailleurs. C'est vraiment sur ça qu'ils ont travaillé. Pour la petite histoire, les premiers Airbnb, ça a utilisé une stratégie qui est très intéressante et qui est très importante, que même je pense que toutes les PME doivent utiliser. Ne commettons pas l'erreur de chercher à toucher la masse quand on débute. La masse, c'est pour ceux qui ont les moyens d'influencer leur utilisation, leur produit. C'est-à-dire, quand tu as un produit, avant que tu ne touches la masse, il faut que tu te crées ta fanbase. Il faut que tu te crées des personnes qui vont fédérer une communauté. Donc, au lieu d'aller de 1 à chercher 1000 clients, commence par mener une stratégie qui va te permettre d'avoir 10 clients satisfaits. Ces 10 clients satisfaits-là, tu vas te dire en âme et conscience que s'ils sont entièrement satisfaits parce que tu les auras bien traités, bien reçus, avec eux, tu auras partagé l'histoire, la vision, tu as le temps de leur parler, tu as le temps de les appeler, tu connais leur famille, tu discutes avec eux, tu sais bien que s'ils sont satisfaits, ils vont en parler à au moins 1 ou 2 personnes. Donc, avec le temps, tu vas passer de 10 personnes à 20 personnes. Mais les 10 nouvelles personnes, là, tu ne seras pas parti les chercher naturellement. Tu auras mis des mécanismes en place, mais de manière naturelle, les clients de ta marque vont aller chercher d'autres clients de ta marque ou ta marque. Et ainsi de suite, tu vas passer à 30. Et 30 qui vont parler à 2 personnes vont devenir 60. Et 60 qui vont parler à 2 personnes vont devenir 120. Donc, vous devez avoir une stratégie évolutive et le financer justement par votre marketing, par votre communication. Tout ceci se retrouve justement dans la stratégie Attractor parce que si tu n'arrives pas à attirer cette vraie fanbase,
que tu n'arrives pas à connaître ton produit, tu n'arrives pas à faire des tests et tout, tu vas naviguer à vue, tu vas rester au pilier 1, qui est même simplement la vente. La vente, bon, aujourd'hui, je regarde, on est tous obligés d'utiliser les réseaux sociaux, Facebook, le profil, on dit qu'il faut être nerveux, il faut faire ceci, mais en réalité, c'est comme si tu étais un vendeur au feu, un vendeur ambulant, un banana, parce que le jour où tu n'es pas là, on ne paye pas. Parce que tu es toujours là en train de crier, mais il y a des gens qui sont dans leur boutique aux 2 plateaux. Ils ont un positionnement. Et chacun, en fait, sait. Et sur Internet, vous n'allez pas voir des architectes venir sur Facebook le faire parce que quand il prend le design de son entreprise, quand il prend son expertise, il ne se voit pas en train de crier, en fait, sur la. Donc, c'est tout ce travail-là qui permet de dire, ah non, il ne faut pas que moi je sois sur tel réseau, il faut que je sois ici, il faut que je sois là. Même si je suis sur tel réseau, voilà comment je dois faire parce que ça répond à un seul besoin. Mais mon vrai besoin, c'est telle cible. Et telle cible est sur tel canal, est sur tel réseau, et c'est là-bas que je vais plutôt me déployer. Donc, on ne suit pas la masse. Quand on a une marque, on ne suit pas la masse. Au contraire, on s'arrête pendant que tout le monde avance. On travaille sur le design, on travaille sur notre vision, on travaille sur les valeurs qu'on veut déployer, et puis on essaie de toucher un cercle restreint et on le fait grandir petit à petit. Parce qu'au départ, c'est ta caution personnelle qui va impulser la confiance en toi, et cette confiance sera partagée. Tant que la promesse de ta marque sera respectée par tes associés, par tes clients et par tes employés et tout, tu verras que ton business va marcher. Même quand tu parleras de franchise, si vous avez déjà entendu parler des franchises, quand quelqu'un veut être franchisé, il vient suivre une formation sur la vision du fondateur. Pourquoi? Parce que la vision du fondateur a été écrite. Et comme c'est écrit, ce sont les mots qui parlent avec la puissance qu'il aura mis dedans. Et du coup, ce n'est pas aujourd'hui, on a telle personne qui est mécontente qui forme un franchisé et du coup, le gars n'avait pas bien bossé la vision de l'entreprise, donc lui, il a donné une version différente et finalement, on ne sait pas ce qu'on vend. C'est arrivé au fondateur de McDonald's, au nouveau fondateur de McDonald's, quand il commençait, il s'est dit qu'il fallait voir les riches. Les riches, ils s'en foutaient du business. Donc, du coup, ils ont commencé à vendre en plus des hamburgers, ils mettaient du maïs, ils mettaient des salades, ils mettaient comme ils voulaient parce que eux, ce n'était pas leur business rentable. Et quand il a compris ça, justement, dans les échantillons qu'il a fait, il s'est rendu compte que non, il faut que les mêmes hamburgers qui sont servis à Sacramento soient les mêmes hamburgers qui soient vendus à Los Angeles, que soient les mêmes hamburgers qui soient vendus au Maroc, à Abidjan, au Congo et tout. Donc, il faut que tout le monde revienne à la source, il faut que tout le monde vienne s'abreuver à la vision initiale de la marque. Et pour aller loin, il faut consigner toute cette marque-là dans des plans d'action stratégique, dans des plans d'opération. Il faut définir, et ça, c'est un travail. Et comme je le dis, c'est un projet. Pour mener un projet à bien, parce que moi-même, j'ai eu besoin de cette information. J'ai eu le temps de me casser la gueule en griffe, mais j'ai eu le temps aussi d'apprendre. Et aujourd'hui, je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. On va passer à une étape qui est très importante. Ce monsieur que vous voyez s'appelle Simon Sinek. Il a une théorie qui est très pertinente pour moi, qui nous dit une chose très importante. Il n'a jamais mis pourquoi à côté. Mais je vais vous expliquer. En ingénierie de communication, on nous a défini 3 objectifs majeurs de communication. 3 objectifs majeurs de communication. Alors, le premier objectif, c'est ce qu'on appelle l'objectif cognitif, se faire connaître. Vous voyez, se faire connaître. Donc, du coup, une grosse entreprise se fait connaître, c'est quoi? C'est de mener ses campagnes, d'être présent à la radio, à la télé, de passer à ses midis, de passer à 8 à midi, de faire des affichages, d'être dans les journaux, de vendre des t-shirts. Bon, voilà. Ça, ils ont des moyens, ils mettent ce budget-là. Donc, l'objectif cognitif. Le deuxième, c'est l'objectif conatif. C'est-à-dire, maintenant que c'est visible, il faut faire adhérer. Il y a encore un budget qui est défini pour faire adhérer. D'accord? Et puis, le troisième, c'est faire aimer. Donc, faire aimer, c'est maintenant qu'ils ont vu, maintenant qu'ils ont commencé à acheter, on va maintenant mettre des actions pour les attirer et puis les transformer en ambassadeurs au fur et à mesure. Mais je rappelle qu'on n'a pas le même budget que Orange, on n'a pas le même budget que Tesla, on n'a pas le même budget que Facebook ni Twitter. On a notre vision, on a un peu d'argent, on a des produits qui se vendent, on veut devenir des marques. Donc, nous, au lieu de partir sur ce chemin classique, cognitif, c'est ça, cognitif, conatif, et puis, j'ai oublié le troisième, le faire aimer, conatif, on va aller d'abord toucher le cœur d'une communauté. On va d'abord toucher le cœur d'une communauté.
Pourquoi? Parce qu'on dit que le cerveau humain passe 99% de son temps à rechercher des solutions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que si tu savais que pendant que tu suis cette formation, il y a quelqu'un qui est en train de chercher le produit que tu vends, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à dormir, il est angoissé, il est stressé, ça devient urgent, il n'arrive pas à respirer, il est tout le temps de mauvaise humeur parce qu'en fait, il cherche un produit, mais il ne sait pas où le trouver. Si nous tous, on était conscients de ça, on allait trouver le moyen d'être présent pour communiquer, même pendant qu'on dort. D'accord? Donc, ce cerveau-là qui passe 99% de son temps à rechercher des solutions, ça veut dire que nous, on est tout le temps en train de chercher des solutions. Donc, qu'on le veuille ou pas, on est toujours en train de rechercher des solutions. Quand on a soif, le cerveau cherche des solutions. Quand on est fatigué, le cerveau cherche une solution et te propose. Quand tu as faim, le cerveau cherche une solution et te propose. Quand, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ce cerveau-là, c'est ce qu'on appelle la partie cognitive, où on essaie de stimuler le cerveau avec des flashs pour que le cerveau commence à capter. Mais il y a une seule chose qui fait la différence, c'est ce que le cœur a dit. Donc, nous, qui n'avons pas beaucoup d'argent pour stimuler tout le temps le cerveau, on doit toucher d'abord le cœur parce que c'est le cœur qui agit sur le cerveau. Donc, les 1% qui restent, ce que le cerveau ne fait pas, sont dirigés par le cœur. Ça veut dire que c'est le cœur de la personne qui va faire que lorsque j'ai faim et que j'arrive devant 5 dames qui vendent pain, condiments, je vais naturellement m'orienter vers une. On ne sait pas pourquoi on fait ce choix, on ne saura jamais l'expliquer, on ne saura pas pourquoi on appelle quelqu'un, pourquoi on choisit d'aller chez cette personne, pourquoi on a la même coiffeuse depuis 10 ans, on ne peut pas expliquer pourquoi on aime le téléphone même quand il est cassé, on ne peut pas expliquer pourquoi on aime la couleur blanche dans les maisons, on ne peut pas expliquer. Mais le cœur, comme on le dit, a ses raisons et que le cerveau ignore souvent. Je pense que c'est ça. Donc, nous, en tant que PME et porteurs de marque, avons une vision, justement une vision des aspirations, nous, on doit réussir à se faire, à comprendre une chose, nos vrais clients, les clients qui sont fidèles, les clients qui vont rester avec nous malgré les difficultés, sont des personnes qui ont les mêmes aspirations que nous, qui partagent les mêmes valeurs. Ça veut dire qu'au-delà de la relation client, au-delà de la relation transactionnelle, ils aiment ta gamme. Voilà. Pour simplifier, ils aiment qui tu es. Ils aiment ils aiment ce que tu dégages. Et ce que tu dégages, en fait, les réconforte. Ils ont confiance en ce que tu dégages, en la réputation que tu as. Tout à l'heure, on a parlé de ces 3 pôles, perception, réputation, expérience. Ce que tu dis, ce que tu fais, et puis ce que les gens savent, ce que les gens expérimentent avec toi. Il faut toucher le cœur. C'est pour cela qu'il y a ce qu'on appelle des démonstrations de valeur. Je ne peux pas rentrer dans les détails parce que je pense que le temps s'avance, mais la démonstration de valeur, c'est justement, comme je vous ai dit, de vous focaliser sur ce groupe-là qui aime vos produits, qui seront prêts à rentrer dans une aventure avec vous, qui pourront dire aux gens, je connais cette marque. Cette marque-là, ça a été fait par telle personne, voici son histoire. Et j'ai testé et ça me plaît. Je suis dedans et je te le recommande. Donc, nous, on se concentre toujours sur le pourquoi. Donc, posez-vous la question, pourquoi est-ce que je fais cette activité? Cette question-là est très dangereuse parce qu'il faut se la poser 5 fois. 5 fois. Pourquoi est-ce que tu fournis des formations marketing? Ah non, je veux que les gens vendent des produits, vendent bien leurs produits. Pourquoi tu veux qu'ils vendent leurs produits? Je veux qu'ils vendent leurs produits parce que moi-même, quand j'ai commencé, c'était difficile pour moi. Mais d'accord, c'était difficile pour toi, mais pourquoi aujourd'hui tu veux qu'ils vendent leurs produits? Parce que quand c'était difficile pour moi, j'ai eu des difficultés, je n'arrivais pas à payer mon loyer, je n'arrivais pas à… Tous les jours, il y avait la menace de la CIE, on venait couper mon compte. D'accord, ok. Tout ça, là, c'est bien. Mais pourquoi tu veux leur permettre de ne pas vivre ce stress? J'aime partager, je veux les voir heureux, je veux les voir épanouis. Voilà, je veux qu'ils aient de nouveaux clients. Et puis, ainsi de suite, le cheminement se fait. Et après, on se dit, oh, mais en fait, c'est parce que je veux qu'ils soient, je veux qu'ils existent, je veux qu'ils déploient leur lumière. Donc, moi, ma communication, ça ne sera pas sur, venez payer mes produits sont moins chers par rapport à X, sont moins chers par rapport à Y. Non, moi, je vais aller sur des personnes qui rêvent grand, des personnes qui ont un projet d'après eux.
Je veux travailler avec des marques qui veulent bâtir des choses, pas pour aujourd'hui, demain, des marques qui vont rester. Un de mes mentors qui m'a beaucoup aidé quand je faisais mes activités, c'est Roger Fulgence-Cassi, qui, grâce à lui, on a connu Alpha Blondy avec son émission Première Chance. On a connu Aïcha Koné, on a connu des grands noms. Mewé, il a fait podium. Aujourd'hui, il n'est plus là, mais ce sont ces personnes-là qui portent le flambeau de la Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez que ce n'est plus une question simplement de payer mes produits, Non, c'est beaucoup plus quelque chose de plus grand. Et une fois que moi, je comprends ça, je ne suis en concurrence avec personne. Je ne suis en concurrence avec personne. Au contraire, plus il y a des personnes qui font la promotion de ces gens-là, plus je suis heureux. Eux ont choisi peut-être de les maquiller. Il y en a qui ont choisi peut-être de les habiller. Il y en a qui ont choisi de traiter leur peau. Il y en a qui ont choisi d'assurer leur quotidien, leur quotidien au petit déjeuner. Et tout ça, c'est parce qu'ils veulent en fait que l'homme soit épanoui. Et ça, c'est très important. Et tout le monde veut être épanoui. Donc, vous voyez que le produit devient un prétexte lorsque vous connaissez le pourquoi de votre activité. Et ce produit-là, dès que vous connaissez le pourquoi, et puisqu'il y a une mission derrière tout produit, puisqu'il y a une mission, vous allez voir qu'en fait, à cause de votre produit, des portes vont s'ouvrir. À cause de votre produit ou bien à cause de ce que vous dégagez, des gens vont vous appeler dans des pays, des gens vont vous appeler de certains pays, je veux votre produit. Je ne sais pas pourquoi je pensais à tel produit et je suis tombé sur votre page. Combien de fois des personnes n'ont pas eu des occasions énormes quand ils ont partagé le pourquoi de l'activité? Combien de fois les gens n'ont pas eu des opportunités vraiment folles lorsqu'elles ont commencé à partager réellement le pourquoi? Combien de fois des gens ont fermé leur Facebook, ils sont allés les gens les ont cherchés sur WhatsApp puisqu'ils ont eu le numéro personnel pour les appeler parce qu'ils ont dit quelque chose quand ils étaient sur Facebook et d'autres et des personnes, ça restait en eux. Voilà, donc il y a des produits qui sont des produits saisonniers, des produits il y a les business qu'on fait, on achète telle chaussure, on va vendre, on achète un parfum, on le vend, d'accord. Mais si on parle de marque, on parle de quelque chose qu'on va créer, qui va sortir de nous, Donc, voici un peu cette étape qui est le pourquoi, qui est très important. C'est vraiment, moi, je pense que c'est le plus important de tout. C'est le plus important. Quand tu sais ce qui t'anime, tu sais ce qui anime ta marque, quand tu connais les aspirations, tu vas capter les aspirations. C'est comme les fourmis. Et ça, moi aussi, quelqu'un arrive à vous expliquer pourquoi les fourmis sortent d'un trou où en principe on ne les voit pas, c'est qu'il peut vous expliquer d'où vos opportunités vont venir. Mais je pense que ce ne sont pas des choses qui sont à étudier. Ce qui est le plus important, c'est de savoir pourquoi on le fait. Donc, pourquoi on le fait nous permet de ne pas nous décourager quand on a découvert retour. Pourquoi on le fait nous permet de ne pas laisser passer des bouts de vos employés. Pourquoi on le fait vous permet de ne pas bouffer votre argent, l'argent de votre marque. Pourquoi on le fait vous permet de ne pas vous entourer de n'importe qui. Pourquoi faites votre activité, pourquoi vous voulez que ça dure, vous permet de ne pas faire des consultations sur Messenger WhatsApp. Il y a un de mes coachs qui me disait que ceux qui t'écrivent sur Messenger pour te dire, il travaille sur ma marque, il ne faut pas les prendre au sérieux. Quand quelqu'un veut quelque chose, là, il sait où te trouver. Sinon, si c'est pour avoir des docs, des conseils, oui, mais pour aller plus loin, ils savent. Donc, voici un peu comment est-ce que je vous encourage à vous positionner dans votre activité. Donc, déjà, j'ai fait un peu le tour, j'ai beaucoup parlé, donc je vais peut-être me taire un peu et puis écouter notre hôte si je dois continuer, parce que je pense que j'avais 45 ou 45 minutes, je ne sais plus. OK, en tout cas, merci infiniment. C'était très, très riche. J'ai pris personnellement beaucoup de notes, donc j'ai quelques questions pour toi. Et je vais laisser la possibilité aux milliardaires qui sont connectés de poser des questions. J'ai cru voir une main levée, la main de Jati. Donc, je ne sais pas si Jati peut déjà poser sa question. Oui, bien entendu. Je vais activer son micro. OK. Est-ce que Jati est là? Bon, je vois que Joël a levé sa main. OK, il y a Joël qui a levé sa main. Okay. Bonsoir, Joël. Bonsoir tout le monde. Merci à la milliardaire en chef pour cette occasion qu'elle nous donne. Merci à Marc Arthur, le milliardaire, pour cette session.
J'ai personnellement vraiment apprécié et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. D'accord. Marketing, tout ça. Donc, j'ai quelques questions, si vous le voulez bien. Bien sûr. Ma première question, c'est le contexte africain est un peu, les moyens, c'est pas facile d'avoir les finances pour pouvoir positionner, même quand tu as une idée, pouvoir se positionner. Et la plupart des gens aimeraient plus vendre pour pouvoir se nourrir au quotidien que de se positionner en tant que marque. Parce que quand j'ai écouté votre exposé, c'est quelque chose qui prend du temps et c'est quelque chose qui prend de l'argent. Ça fait en sorte que quand on parle aux gens de marque, ils disent que pardon, nous on veut d'abord manger. Nous, on n'a pas d'abord de quoi manger. Donc, quelle est la première étape? Aider les gens à développer, vendre leurs produits d'abord, faire juste la publicité et après leur parler de marque, ou déjà leur parler de marque de sorte que, je ne sais pas, ils commencent à se battre pour vendre leurs produits et après se positionner en tant que marque, je ne sais pas, par rapport au contexte africain. D'accord, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je réponds automatiquement, je pense, pour ne pas que j'oublie. Alors, j'ai pris justement le cas de certains exemples américains et je prends aussi le cas de certains exemples ivoiriens. Et ce que je peux dire, c'est que les réalités européennes, américaines sont un peu différentes du contexte africain. Je suis d'accord. C'est-à-dire que les problématiques qu'on a en Afrique, souvent même là, c'est de pouvoir manger en fait. D'accord? Pendant que dans d'autres pays, eux, ils ont déjà des financements qui sont déjà en place, ils ont déjà des mécanismes qui sont déjà en place et qui leur permettent d'aller plus rapidement. Donc, ce que je recommande à tous les porteurs de marque aujourd'hui, c'est que l'idée qu'elles ont, l'idée qu'on a tous, nécessite obligatoirement deux choses. Comprendre son idée, l'organiser et puis la. Donc, l'organiser, ça veut dire vendre. Parce que, comme j'ai dit, l'un des piliers, le premier pilier qui est le plus important, qui va prendre peut-être même beaucoup plus de temps, c'est de pouvoir générer du cash avec son idée ou avec son produit. Parce que si une entreprise, un entrepreneur n'est pas rentable, il ne pourra pas financer son marketing. Alors, je vais te donner un exemple simple. Considérons que j'ai une idée, je n'ai que 50 000 francs. C'est une idée peut-être qui nécessite un investissement de 25 000 francs. Je vais commencer à faire du sur-place. Au départ, je ne vais pas chercher à aller payer un logo de 45 000 francs, mais de 5 000 francs. Je préfère avoir des images, avoir quelques couleurs qui me plaisent, me mettre sur les réseaux sociaux, commencer à vendre, apprendre les techniques de vente. Ça, c'est la base. Parce que le porteur de marque, l'entrepreneur, est d'abord le premier vendeur de ses produits. Donc, au départ, on commence nous-mêmes. Et c'est ce travail-là qu'on appelle la fondation. Donc, la fondation nécessite que tu aies des compétences pour connaître les besoins de tes clients, pour vendre. Quand tu arrives à vendre, le but, justement, là où ça devient important, où tu vas te différencier, où deux entrepreneurs se différencieront, il y a un qui va faire un chiffre d'affaires de 100 000, 200 000 ou 1 million le mois. Il va prendre l'argent là, il va frimer, il va s'habiller, il va bien manger, il va se payer et il aura des difficultés pour payer les fournisseurs, il va les remettre sur le mois qui suit et de mois en mois, il se retrouvera en train de devoir ici, de devoir là-bas. Exemple, des menuisiers. Vraiment, excusez-moi si quelqu'un connaît menuisier, mais menuisier, couturier, voilà, c'est le travail. C'est-à-dire, ils prennent l'argent d'aujourd'hui, ils dépensent et puis devant, ils essaient de rattraper. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve à faire du surplace. Donc, le temps qu'on va mettre à faire du surplace est un temps qui peut être mis à profit lorsqu'on a une vision, lorsqu'on veut développer une marque. Ça passe premièrement par ne pas détruire le noyau de sa marque. Ne pas détruire le noyau de sa marque, ça veut dire quand tu vends un produit à 25 000 francs, il faut savoir que le coût de 25 000 francs, là, ce n'est pas juste d'aller acheter le produit et puis de venir vendre et puis dire j'ai un bénéfice de 10 000. Beaucoup d'entrepreneurs se disent j'ai acheté le produit à 15 000, je suis venu vendre, j'ai un bénéfice de 10 000. Donc les 10 000, là, il peut prendre ça pour payer mon sac de riz, il peut prendre ça pour payer mon truc, pour mon gasoil, pour mon transport. Ça fait qu'on fait encore du surplace. Alors,
celui qui veut développer sa marque, celui qui vise, qui sait où il s'en va. C'est-à-dire, c'est une marque, c'est comme si tu montes dans un taxi et puis tu dis au taxi, allons-y. La marque, le taxi va te demander, mais allons-y où? On va où? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les attentes? Mais si tu dis au chauffeur de taxi, allons-y à Yopougon, cabine bleue, il sait automatiquement qu'il doit prendre, si tu es arrivé à Golf, il sait qu'il va prendre l'échangeur, ensuite il va prendre telle route, ensuite il va prendre telle route pour arriver à destination. Mais quand un entrepreneur n'a pas donné d'objectif de marque, n'a pas donné d'objectif durable à son idée, à sa vision, il est capable, lui, il devient comme quelqu'un qui a arrêté le taxi à l'arrivée à Palmeraie. Il a dit au chauffeur de taxi, allons-y à Yopougon, mais lui-même, il ne connaît pas Yopougon. Il n'a jamais eu une idée de Yopougon. Donc, le chauffeur de taxi, là, il va passer par Akwedo, il va passer par Benjerville, il va passer sur le bac, voilà, Jacquesville. Il va tourner avec toi jusqu'à avant d'arriver à Yopougon pour te faire dépenser. Et c'est ça, en fait, qui arrive lorsqu'on mange le noyau de sa mangue, lorsqu'on détruit le noyau de sa mangue. Pour que ton idée devienne une marque demain, il faudra que tu arrives à avoir les techniques pour vendre. Donc, les premiers bénéfices doivent te servir à te former à la vente. Ça, c'est obligatoire. La vente sur les réseaux, la vente dans le digital, la vente dans la vraie vie. On a tous été formés. Moi, j'ai été formé par Régis Samon. C'est lui qui m'a montré les stratégies d'attraction et j'ai mis ma touche personnelle et aujourd'hui, j'ai développé des méthodes. Ça marche, ça fonctionne pour les médias, pour les ventes. Donc, il y a les formations. La deuxième chose, c'est de financer son marketing. Quand tu vends un produit que tu as un bénéfice de 10 000 francs, tu peux te dire, je sais que devant là-bas, j'aurai besoin de bien communiquer, de payer les sponsoring, de payer tout ça. Mais pour le moment, comme je n'ai pas d'argent, je vais prendre 1 000 francs. À chaque fois que je vends, je prends 1 000 francs ou 1 500 ou 2 000 que je vais mettre de côté. Je vais prendre de l'autre côté pour l'épargne, je vais me payer avec telle somme et je sais que quand je vends 100 produits, il y a 100 fois 1 500 qui ont été mis à côté pour le marketing. Ça fait combien? Ça fait 150 000. 150 000 francs sur le mois 1, ça ne suffit pas. Va aller sur le mois 2, sur le mois 3. Et quand tu vas commencer à faire ta communication, quand tu vas commencer à retoucher tes photos, quand tu vas commencer à avoir des bons conseils, refaire ton logo, quand tu vas commencer à te déployer, à déployer ta communication, les gens vont penser que ton produit est passé de 25 000 à 50 000. Parce que c'est ce qui arrive avec les marques qui aujourd'hui nous font peur, qui nous font trembler. Ils misent beaucoup dans le marketing parce qu'ils savent que le produit en lui-même est peut-être normal, mais ils mettent beaucoup plus de valeur. Donc, l'argent que tu auras investi que tu auras mis d'abord de côté et que tu auras investi dans ton marketing te permettra de financer des campagnes marketing sans gratter ta tête. Quand tu grattes ta tête, tu fais ton campagne marketing, on te prend au sérieux. Et quand on te prend au sérieux, on veut te donner plus. Est-ce que vous voyez? Donc, dans le contexte africain, que le contexte soit africain, qu'il soit chinois, qu'il soit anglais, anglais, français, si tu prends tout ton argent de bénéfice, ton argent de vente et que tu vis, tu fais tout ce que tu veux sans financer ton marketing, sans financer les leviers qui vont te faire gagner de l'argent sur le long terme, sans financer les leviers qui vont te permettre de faire tes manuels de procédure pour que tu puisses enfin prendre 2 semaines de vacances sans que ton cœur ne batte. C'est ça. Tu vas chercher à devenir un entrepreneur d'abord. Parce qu'un entrepreneur, c'est celui qui arrive à bâtir un système qui fonctionne quand lui-même, il n'est pas là. Mais aujourd'hui, quand tu vas prendre la majorité des entrepreneurs dans le système local, est-ce qu'ils ont des moyens de procédure? Non. S'ils ont mal aux pieds aujourd'hui et après-demain, ils ont tous les problèmes parce que personne ne sait comment ça fonctionne. Tout est dans sa tête. Il n'a rien consigné. Personne ne peut prendre sa relève. Personne ne sait où il commence son travail, où ça s'arrête. Souvent, quand on en parle aux entrepreneurs, ça c'est pour les grandes entreprises. Mais en fait, pour devenir une grande entreprise, quand on est encore petit, il faut qu'on ait des process. Et c'est de ça que je parle justement quand je dis qu'il faut arriver à connaître déjà ce que tu dois faire. Quand tu connais ce que tu dois faire, tu peux te dire, bon, pour le moment, je n'ai pas assez d'argent, mais voici les priorités et je vais mettre de côté un peu pour le faire. C'est comme si tu construisais une maison. Quand tu construis une maison, tu ne viens pas un coup comme ça pour faire que tu sois en France, que tu sois aux États-Unis, tu ne viens pas du jour au lendemain sans débroussailler, sans faire fondation, venir déposer une maison. Même quand tu as beaucoup d'argent, tu ne fais pas ça. Ceux qui ont beaucoup d'argent misent plus dans le design. Donc, c'est la même méthode, c'est la méthode de réflexion qui est conseillée et recommandée pour les PME. Sinon, on va rester dans le contexte africain. Et le contexte africain va faire qu'on va rester dernier. On va rester là, nous, toujours en retard dans les réunions, on ne prend pas de notes, non, ça reste dans ma tête, non, les formations, là, toujours on fait formation, on ne voit rien,
Au lieu d'appliquer, on n'applique pas. Non, quand on recommande tel livre, non, j'ai le livre à la maison, mais je ne lis pas. Même quand je lis, je ne prends pas de notes, je n'applique pas. Et finalement, on fait du rat race. Une souris dans un boulot, on se forme, et voilà. Même un téléphone, quand il est branché qu'à 100%, on le débranche pour utiliser un peu. Donc, quand on se dose en formation, c'est pour appliquer, voir ce qui fonctionne et s'améliorer. Donc, voici un peu ce que je peux dire pour répondre à ta question, qui est une question très pertinente. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Certes, je n'ai pas trop compris par rapport aux différentes villes que vous avez dit parce que je ne suis pas ivoirienne, je suis camerounaise, mais j'ai compris en gros. Ah oui, par rapport au taxi. Par rapport au taxi. Oui, oui, exactement. Ah oui, non, c'est comme si vous prenez un taxi de l'aéroport de Douala et pour partir au marché le plus proche. Exactement, exactement, j'ai compris. Voilà, c'est un plan. Mais si vous ne connaissez pas, le chauffeur de taxi va tourner avec vous dans d'autres villes, en Kono, dans d'autres villes, et puis après arriver. Donc, il vous aura perdu du temps, il vous aura pris de l'argent, de l'énergie, mais en fait, il va vous faire tourner avant d'arriver à votre objectif. Voilà. Ok. S'il vous plaît, merci. La milliardaire, est-ce qu'il y a une autre question? Oui, la milliardaire, j'ai une autre question, s'il vous plaît. D'accord. Marc, il faudra être peut-être un peu bref dans la réponse. D'accord, d'accord, ok. Oui, je pense que c'est la dernière parce que c'est une question en deux. Je voudrais savoir, moi, je suis passionnée de stratégie et tout ça, mais ce n'est pas, on va dire comment, c'est pas mon domaine. Du genre, je suis fonctionnaire, mais quand on parle de stratégie, marketing, je suis toujours en train de vouloir regarder à gauche, à droite. Et finalement, je ne sais pas comment me positionner parce que j'ai quelque chose que j'aimerais aussi faire de côté. Je ne sais pas s'il y a des formations, premièrement, online qu'on peut faire dans ce sens-là, surtout par rapport au digital, particulièrement dans la stratégie. Je ne sais même pas si c'est là-bas que exactement, mais je voudrais savoir s'il y a une formation digitale online par rapport. Et deuxièmement, est-ce que c'est possible de s'en sortir en faisant ça en parallèle comme activité secondaire? Je ne sais pas si vous comprenez un peu ma question. Donc, du genre, tu te donnes à... Peut-être tu finis de faire ce que tu as fait à ton travail et maintenant, tu fais ça en parallèle ou tout le temps, quand tu as du temps, pas quand tu as du temps, tu cherches du temps pour le faire et pour pouvoir développer parce que c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, mais je ne sais pas comment me positionner ou comment m'y prendre. Bref, c'est la question. Donc, je vais être très court comme la milliardaire a dit. La stratégie, ça s'apprend. Ça s'apprend, c'est beaucoup de disciplines en fait. Il n'y a pas une discipline qu'on appelle la stratégie. Il y a le marketing, il y a la communication, la connaissance du client et tout. Donc, ce que moi, je vous encourage à faire, c'est de déjà faire une première recherche. C'est quoi le métier de stratège marketing? Qu'est-ce que ça englobe? Et puis de regarder ce que vous savez faire déjà. Ce que vous ne savez pas faire, ce sera l'objet de vos prochaines formations. Ça vous permet de boucher les trous. Une fois que vous avez fait ça, prenez un modèle, même si ce n'est pas payé, même si on ne vous paye pas, prenez un modèle, appliquez ce que vous apprenez, appliquez à la lettre. Quand ça fonctionne, ça devient une compétence. Quand ça ne fonctionne pas, ça devient une expérience. Voilà, vous le faites et plus tard, ça va devenir quelque chose que vous maîtrisez. Et quand vous maîtrisez cet art, vous pouvez le vendre, voilà, parce que vous aurez fait même de la stratégie, ce sera plus facile de vendre. Ok, merci beaucoup à tout le monde. Merci. J'écoute s'il y a merci infiniment la milliardaire. Est-ce qu'il y a une autre question? Nous sommes à 34, je pense que nous sommes à pratiquement une vingtaine de minutes de la fin. Est-ce qu'il y a une autre question? En attendant, ok, je vois deux mains levées là. Dago Flight. Oui, Dago Flight. Bonsoir, Dago Flight. Bonsoir, oui, bonsoir, vous m'entendez bien? On entend très bien. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai vraiment aimé, j'ai appris beaucoup. Merci. Moi, j'ai une question en fait concernant, il y a une partie, le pourquoi. Oui. Dans la présentation, tu as dit qu'on doit toucher, le cœur de la communauté. Je vais dire par exemple pour un service, quelqu'un qui propose ces différents services, comment est-ce que
elle doit procéder pour toucher le cœur de sa communauté? C'est en parlant de, je sais pas, de sa propre expérience en tant que personne ou bien parler de son service? J'aimerais avoir peut-être des exemples sur ce côté-là. Merci. D'accord. D'accord, ok. Merci pour cette question. Merci Dagoflet. Merci Arlette. Pour toucher le cœur, quand on a un service, en fait, comme je disais, on est tous guidés par quelque chose vers lequel on aspire. Vous voyez, on est tous guidés. Quand j'ai parlé de Airbnb, on a parlé de voyage. En fait, en chacun de nous, il y a une partie voyage que peut-être on sait déjà ou peut-être qu'on ne sait pas encore. Le point le plus important pour toucher, justement, c'est ce qu'on appelle l'histoire. En fait, toute notre vie est basée sur l'écoute d'histoires. Soit on les vit, soit on les lit, soit on les entend. Donc, il faut que en fait, votre produit ait une histoire. Pour toucher le cœur, pour qu'on reconnaisse en fait que vous êtes passé par là, ce sera plus simple de dire, ah oui, je me rappelle ce jour-là, je faisais telle chose et j'ai découvert tel truc. Et voilà comment est-ce que j'ai commencé à utiliser ce produit. Mais sinon, si tu viens juste pour publier, j'ai un service, la personne va emmagasiner, mais risque d'oublier. Pour toucher le cœur, moi, je choisirais, par exemple, quelqu'un qui me dit qu'il est devenu médecin. En fait, ils sont tous médecins, ils sortent peut-être à 100. Et le gars, il est devenu médecin parce que peut-être sa maman était infirmière. Elle lui a dit depuis petit que si tu deviens médecin, quand tu seras en train de soigner les gens, soigne-les comme si c'était moi qui étais devant toi. Donc, du coup, il a commencé à le faire et dans son entreprise, partout où il passait, les gens commençaient à l'aimer. Quand il venait les mardis, il y avait de plus en plus de consultations. En fait, ce que la personne te dit, c'est que, par exemple, moi, je te dis de ce médecin, c'est quelque chose qui va te toucher d'une manière particulière, simplement parce que peut-être que tu te ressens dans l'histoire, peut-être que ça te plaît que cette relation qu'il a gardée avec sa maman lui a permis de devenir un excellent médecin. Et donc, ce n'est plus que tu préfères tel médecin, mais en fait, tu te sens connecté à ce médecin-là en particulier. C'est pour cela que des personnes gardent des médecins pendant des années. Donc, le service, c'est ça. Être médecin, tout le monde est médecin, mais il y a des médecins qui sont charismatiques, c'est-à-dire ils arrivent à faire de leur simple métier pour lequel on les paye quelque chose d'intéressant qui fait que les gens ont confiance. Donc, c'est de toucher avec l'histoire, de savoir raconter l'histoire, apprendre la narration de son histoire, mais surtout la démontrer. Et puis, emmener les gens à vivre cette histoire. Voilà, à vivre cette histoire, à faire des démonstrations pour que les gens, en fait, ils viennent toucher. Comme on le dit, il y a ce qu'on appelle le goûter-voir. Le goûter-voir permet de rester, en fait. C'est-à-dire, quand tu viens chez le vendeur de viande, quand tu lui demandes, ah, mais Manguida, par exemple, est-ce que ta viande à même c'est d'où aujourd'hui? Il ne discute même pas avec toi. Il coupe un morceau, il épice ça et te donne pour manger. Au lieu de t'expliquer que non, la viande, elle comme ça, jamais, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, il te fait goûter. Si tu as goûté, que tu es convaincu, il n'a plus besoin de parler. Voilà. Donc, pour tous nos business, il faut qu'on considère que c'est comme ça qu'on doit toujours présenter notre valeur. Voilà. Il faut arriver à faire goûter, à proposer cela aux gens, que les gens aient une partie de l'aventure, une partie de l'histoire, qui se sentent impliqués pour que plus tard, ils deviennent des clients et deviennent des ambassadeurs. Voilà. Voici un peu ce que je peux dire. Il faut toucher le cœur avec des histoires. Il faut savoir raconter l'histoire et faire vivre l'histoire avec les potentiels clients. OK, merci beaucoup. Alors, merci infiniment à la milliardaire. Est-ce qu'il y a une autre question? Je ne vois pas d'autres mains levées à part… Est-ce que Aude Laetitia a posé sa question? Aude Laetitia, je n'ai pas vu sa main levée. Hein? Elle n'a pas levé sa main. D'accord, OK. OK. Donc, en attendant qu'une autre personne, qu'un autre milliardaire… Dois-je poser une question? Oui, c'est ce qu'on peut faire. OK, d'accord. Un milliardaire. Aude, allez-y. Je n'ai pas de question. Je veux dire juste merci à la milliardaire Betty et au milliardaire MacArthur pour cette brillante présentation. Merci. D'accord. Il y a des mains levées. Bon. Mais Madame Yaba avait des questions, je pense. Ou c'est pour la fin?
J'ai une question. La semaine dernière, lorsqu'on étudiait le personal branding de Jésus, on a vu, pardon, à un moment donné que Jésus était devenu un avec sa marque. Oui. C'est-à-dire qu'il était à la fois le message et le messager. Oui. Et donc, son personal branding avait fondu avec le branding même du message qu'il est venu porter. Et donc, si on rapporte cela en études analogiques en marketing, on constate que souvent pour certaines marques, c'est la personne même, c'est le fait de savoir que c'est Marc Attu qui est devant, c'est ce qui fera que les personnes vont acheter le produit. Dans d'autres cas également, on voit que la personne même qui est devant, là, on ne la voit pas. Celui même qui a fait Louis Vuitton, on ne sait même pas qui c'est. Et donc, en tant qu'expert dans ce domaine-là de branding, de positionnement, est-ce que c'est utile ou bien à quel moment ça devient utile de fusionner avec sa marque ou bien à quel moment on doit chercher à être discret pour mettre plutôt le branding de la marque en avant plutôt que son personal branding? D'accord. C'est une excellente question. En principe, je vais rentrer beaucoup plus en détail parce que c'est une excellente question. Donc, je vais parler de cela. En fait, ce que nous devons comprendre, c'est que parce qu'aujourd'hui, si on fait l'étude analogique, on se rendra compte qu'il y a des marques qui sont devenues très fortes. Louis Vuitton, Yves Saint Laurent et tout. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'ils ont eu des débuts. Ils ont eu des débuts. Et dans leur début, c'était eux qui étaient les personnages principaux. Ce qu'on appelle la caution morale. Une caution morale, pourquoi? Parce que pour ceux qui font la promotion d'une marque de plus en plus depuis ces dernières années, se rendent compte qu'ils sont sur un marché qui est concurrentiel. Donc, il faut trouver tous les avantages, tous les bénéfices qui rentrent en compte justement pour que les personnes fassent confiance plus rapidement au produit. D'où ce qu'on appelle l'humanisation de son marketing. On met des humains, on arrive à affilier des personnes à des marques. Alors, déjà, il y a deux choses qu'on prend en compte. Au moment de la conception de la marque, le propriétaire de la marque décide soit d'être en retrait et puis propose des gens qu'on appelle plus loin des égéries pour promouvoir la marque. Cette stratégie a ses avantages, cette stratégie a ses inconvénients. Donc, oui, je vais le citer d'abord et je vais rentrer dans le détail. Ensuite, il y a des personnes qui sont elles-mêmes en avant. Ce niveau-là, je parle par exemple de tous ceux qui ont une expertise à développer. Il est très difficile pour un expert ou un spécialiste consultant de juste poster des choses et qu'on ne le voit pas. Pas forcément qu'il fasse des directs 24 heures sur 24, pas forcément qu'il fasse des selfies ou qu'il soit dans tous les groupes à raconter n'importe quoi, mais il doit être présent, il doit prendre la parole. On est dans un environnement où si on ne prend pas la parole, on n'est pas écouté, surtout depuis l'avènement des réseaux sociaux et des médias Internet. Donc, ça, c'est dès le départ. Donc, dès le départ, si c'est un produit qui ne nécessite pas forcément la présence de la personne poussée ou bien la personne a un réseau, parce que celui qui développe une marque est forcément dans l'environnement. Donc, il connaît les acteurs du secteur, il connaît l'environnement, il sait comment ça se passe. Donc, plus ou moins, c'est lui qui tire les ficelles. Il peut se mettre en avant à un moment donné pour garantir la caution morale et après se retirer. Parce que même se mettre en avant devient, pour la plupart du temps, quelque chose qui bouffe tout notre temps, qui bouffe toute notre énergie. Parce que quand tu mets ton énergie, quand tu mets ta personne et ton image dans une marque, dans un développement, ça vite parce que c'est épuisant et ça prend beaucoup de ressources. Donc, quand c'est collé à ton nom, tu dois faire attention à toi-même. Tu es confronté à beaucoup de challenges personnels. Tu dois te dépasser parce que des fois, tu n'as pas envie de parler, mais puisque c'est toi qui es l'image, tu dois être en avant. Tu es obligé de faire attention à ta réputation. Tu es obligé de faire attention à tout ce que tu dis, à tout le monde et à n'importe qui. Donc, du coup, s'engager personnellement, c'est vraiment un travail de fond qui est nécessaire, surtout pour les produits d'expertise, des produits d'expérience. Pour ceux aussi qui ont leur passion, qui racontent leur passion, c'est-à-dire, ils racontent quelque chose qu'ils aiment. Ça peut être des footballeurs, ça peut être des chanteuses, ça peut être des personnes qui sont des artistes. Ils sont obligés plus ou moins de soit présenter leurs produits ou bien eux-mêmes de s'affilier parce que c'est ce qui va renforcer la caution morale
Et ensuite, après la caution morale, il va chercher à avoir justement la première communauté, la fanbase dont on a parlé. Et s'il veut, il se retire parce que lui sera en train de travailler sur les projections sur 10, 15, 20 ans de sa marque. C'est pour cela que vous verrez des gens en début de campagne qui s'affirment et des fois, ils sont en retrait parce qu'ils sont en train de prendre de l'avance, ils sont en train de réfléchir, ils sont en train de travailler sur le développement de la marque. Et pendant ce temps, il y a eu maintenant des premières personnes qui ont utilisé le produit et on passe maintenant au social proof, la preuve sociale, où des gens ont utilisé et ces gens-là deviennent des ambassadeurs. Ils utilisent le produit, ils recommandent le produit. Ils sont impliqués dans la publicité. Pendant ce temps, le propriétaire peut se retirer en termes d'image et puis travailler beaucoup plus dans la relation publique et travailler sur les relations justement avec l'expérience client qu'il va créer de son activité. Donc, dès le départ, dès qu'on conçoit le positionnement de sa marque, on doit savoir que la caution morale est importante, que ce soit affiché ou non. Donc, au départ, on est obligé plus ou moins d'être à 100% dans le développement de sa marque parce que très peu de personnes réussissent à développer une marque si elles ne se sont pas engagées, si elles ne se sont pas impliquées elles-mêmes dans le processus. Maintenant, il y a des marques qui ne nécessitent pas du tout la présence. Je prends une marque cosmétique, je prends une marque de produit, une marque qui va toucher les mass market, les grands publics. Il suffit de trouver quelqu'un qui cadre avec la cible qu'on vise. Elle devient égérie ou bien on l'utilise juste pour des photos, on fait des shootings. Elle donne son accord pour utiliser ces images, on fait la publicité et ça marche. Et ça fonctionne bien avec des Libanais qu'on n'a jamais vus à l'écran, mais qui font d'énormes chiffres. Ça fonctionne avec beaucoup de types de produits où on n'a pas besoin de voir la personne même pour le faire. Tout ce qui est garantie de projet, surtout pour ceux qui développent des marques, ils sont obligés de créer la conversation. Et c'était une habitude qui a été bouleversée justement par la crise COVID, mais depuis l'avènement même du digital. Voilà. Donc, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont dites timides, mais qui ne sont pas en réalité timides, qui ont juste besoin de motivation pour affirmer. Parce que je suis convaincu qu'il y a beaucoup de personnes de valeur qui ont de la valeur, qui, le simple fait de parler, de prendre la parole, va au moins donner du contenu intéressant, va aider des personnes au-delà de la. Voilà. Donc, voici un peu ce que je peux dire. Sinon, on peut en parler. Merci infiniment. Je pense que c'est une très bonne réponse qui va aider beaucoup de personnes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'ombre, pas seulement parce qu'elles ont envie de rester dans l'ombre, mais bon, parce qu'elles sont timides ou elles ne savent pas vraiment comment concilier leur personal branding avec leur marque. Et merci pour cette réponse qui nous aide énormément. Je vois que Julia a levé la main et donc on va ouvrir son micro pour lui permettre de poser sa question. D'accord. Bonsoir, Julia. Bonsoir, Makarcho. Bonsoir, tout le monde. Merci beaucoup pour tout ce contenu. Moi, ma question était au niveau, comme on est beaucoup au niveau des réseaux sociaux, on est souvent en train effectivement de publier, chercher de la visibilité. Quelle est ta position par rapport au site Internet? Est-ce que tu penses que le site Internet, c'est quelque chose, quand on est en train justement de constituer sa marque, quelque chose à mettre en place rapidement, puisque ça fait partie du process et je pense qu'au niveau des techniques de vente, ça va aider. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut repousser? Parce que là-dessus, il y a des personnes qui vont dire, ils vont recommander d'avoir un site Internet tout de suite. Et d'autres qui vont dire non, on peut commencer avec des landing pages, ce genre de choses, où on a des liens de paiement. Et par rapport à ça, je suis un peu mitigée. Quelle est ta position là-dessus, s'il te plaît? D'accord, ok. Donc on va se mettre dans la position du développement de marque. Alors, comme j'ai dit, une marque, c'est comme un papillon. Je commence avec juste la nymphe, après ça évolue petit à petit. Alors, aujourd'hui, on est à l'ère du digital. Aujourd'hui, quand on parle de marque, on est obligé de parler du digital. Ça, c'est une première chose. Aujourd'hui, il y a différents types de clients, il y a différents types de business, il y a différents types de marques. Au niveau des business, il y a ce qu'on appelle le B2B, il y a le B2C. Le B2B, c'est beaucoup plus du relationnel, du réseautage et tout. Et puis, le B2C, c'est vraiment des produits mass market, des produits qu'on peut publier en ligne pour vendre. Donc, il y a des business qui sont peut-être en leur phase de lancement, de démarrage. Donc, du coup, une page Facebook, bon, plus ou moins bien établie, fonctionne. Ça n'empêche pas le produit de se vendre. Ça, c'est le premier aspect. Parce que avant même de parler de marque, de crédibilité, tout ça, il faut vendre. Parce que si tu ne vends pas, ça ne sert à rien d'aller créer encore de nouvelles charges pour les mettre sur ton activité. Deuxième chose que je vais partager, c'est que le digital ne crée rien.
Le digital n'a rien créé, le digital ne créera jamais rien. C'est ce qui se fait dans la vraie vie qui est déporté sur le digital. On sait très bien, aujourd'hui, en tout cas, dans la majorité des conversations que j'ai, lorsque je me présente, des personnes, et moi-même je le fais, c'est devenu une habitude pour moi, va automatiquement cliquer sur Google pour voir qui vous êtes. Surtout pour ceux qui ont les produits, surtout ceux qui gèrent des relations d'affaires avec des personnes, qui gèrent des gros clients, qui ont des programmes d'accompagnement, qui ont des programmes de coaching, qui ont des sociétés. Parce qu'il y a des vendeurs de produits, il y en a qui ont des sociétés parce qu'ils ont d'autres marchés et tout. Un site web me semble obligatoire. Moi-même, je suis en train de travailler sur mon site web à chaque fois parce qu'aujourd'hui, le site web est un peu comme le siège de votre entreprise. On fait confiance à quelqu'un qui a un siège. On fait confiance à quelqu'un qui a une place statique. Vous voyez? Donc, un site web est un gage de confiance, est un renfort de la crédibilité de votre activité. Parce que celui qui fait un site web est censé être quelqu'un qui a un certain niveau. Donc, pour se positionner, il faut se donner ce niveau-là, avoir un site web. Mais sans site web, on peut vendre. Donc, les landing pages pour les vendeurs, parce que il faut voir les différentes étapes. On est d'abord commerçant. On est commerçant, on vend des produits, on vend des serviettes, on vend cela. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent se faire avec les outils du moment. Mais lorsqu'on commence à se positionner avec des personnes qui vont prendre en gros, ou bien des personnes avec qui on travaille sur d'autres pays, on travaille, ou alors des partenaires d'affaires, des potentiels investisseurs, ils vont taper sur Google le nom de votre marque, même pas sur Facebook, même pas sur Instagram, ils vont taper sur Google. Ils vont voir tout ce qui est lié à votre présence en ligne. Si vous avez fait des sorties dans la presse, si vous avez une page Facebook animée, si vous parlez sur des forums, si vous êtes invité sur d'autres chaînes YouTube, ils verront tout. Et plus ils vous verront, plus le niveau de respect, de considération va augmenter. C'est pareil, si quelqu'un vend au bord du feu, moi je peux regarder, voir une lampe que le vendeur il a en bordure de route, il me dit 2500 ou bien il me dit 1200. Pourtant, je l'ai vu dans un magasin à 4000 ou à 5000. Moi, je suis capable d'aller payer ça au magasin. Parce que je me dis que je peux perdre 2500 parce que celui-là, si j'ai payé chez lui et qu'il a disparu, demain, il ne vient pas, il ne vient pas. Et j'ai perdu mon argent. Alors que de l'autre côté, j'ai au moins la confiance et la garantie que je peux les retrouver à nouveau. Donc, pour tout ce qui est argent, c'est la confiance. Donc, c'est vraiment important d'avoir un site web, surtout en 2022. Obligatoirement, pensons au site web. Et aujourd'hui, il y a des plateformes qui nous permettent d'avoir des formulaires dans un premier temps. C'est pas mal, mais ça, c'est vraiment le volet commerce. Mais tout ce qui est entreprise, tout ce qui est structuration, va avec un site web parce que si vous avez un siège physique, il vous faut une boutique physique. Si vous avez des commerciaux, il faut vendre avec votre profil. Si vous avez des représentations, il faut avoir des pages Facebook parce que c'est le langage que tout le monde comprend. Voilà. Maintenant, un site web, aujourd'hui, avant d'aller très loin, d'aller de manière très poussée sur des gros sites qui nécessitent beaucoup de ressources, il y a des sites qui sont des sites vitrines, qui sont juste des plateformes, il y en a même de gratuites, comme Wix, par exemple. Wix qui permet à tout le monde de faire un site web. Il suffit juste de s'asseoir un peu, c'est des trucs intuitifs avec des conseils, des tutos, avec YouTube. Moi, j'ai vu plein de personnes qui ont monté leur site web, voilà, tranquillement. Au moins, ils sont visibles. Et puis après, derrière, il y a toujours un travail qui est fait pour améliorer jusqu'à rendre le produit voilà, assez top. Donc, pour moi, c'est important en 2022. C'est important d'avoir un site web, surtout quand on aspire à aller loin, et puis de commencer à faire du référencement. Parce qu'à un moment ou un autre, vous aurez à vous justifier devant un client, devant un partenaire, devant un sponsor, devant un investisseur. Et un site web, pendant que vous dormez, c'est en ligne, des gens voient, ils peuvent venir sur votre boutique. Si c'est bien rangé, si c'est bien structuré, ils font leurs achats. Le lendemain, vous revenez, vous avez fait 10 ventes, 5 ventes, 12 ventes, parce que c'est tout est en place. C'est comme si vous a trouvé, c'est comme si discuter avec quelqu'un parce qu'il y a un process qui est en place. Donc, un site web, il ne faut pas aussi le faire, j'aurais pu rentrer dans les détails, mais je pense qu'on va trop déborder. Mais un site web, c'est un peu comme une boutique. Il ne faut pas qu'on ne voit pas où se trouve le caissier. On ne sait pas ce qu'on vend. Quand on rentre sur le site web, c'est fouillis, il y a tout, mais il y a rien en fait. Et souvent, c'est par défaut, beaucoup de webmasters ont copié les sites des grosses entreprises, mais en fait, eux, ils ne vendent pas directement en ligne. Eux, ils n'ont que des sites d'information. Voilà. Nous, les vendeurs, on a notre structure de vente
des messages de vente, des bonus pour pouvoir capter les clients et tout. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je peux dire. C'est très important. Et de travailler dessus à la longue pour migrer dessus. Sinon, le jour Facebook fait un bug de 2 semaines, beaucoup de personnes vont se retrouver au chômage. Merci beaucoup. OK, merci infiniment la milliardaire. Merci Marc-Arthur, merci à Tractor. En général, il reste une dizaine de minutes et quand on reçoit les guest speakers comme ça, les dernières minutes, on leur donne l'opportunité de présenter leurs produits, s'ils ont un produit avant, s'ils ont une formation, s'ils ont un programme, etc. Donc, est-ce que je sais que tu as un programme assez particulier qui peut intéresser les entrepreneurs et donc ces 10 dernières minutes-là seront consacrées afin que tu puisses en parler et après on va conclure. D'accord, merci beaucoup pour l'opportunité. En fait, je veux dire à tous ceux qui sont connectés que la dame qui me donne l'occasion de parler est quelqu'un c'est un booster, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, je ne dirais pas par hasard parce que tout était déjà planifié, mais elle était là à un moment décisif, elle m'a permis de me challenger. Justement, on parlait de site web tout à l'heure, elle m'a montré des modèles, elle m'a motivé, elle m'a boosté et j'ai pu travailler sur la plateforme. Ça a nécessité que les ventes quotidiennes que je faisais sur Facebook, je puisse les stopper pour me concentrer sur un site web pour pouvoir dématérialiser une grosse partie de ma formation. En fait, ce que j'ai constaté, c'est qu'au départ, j'ai d'abord ma formation théorique, après j'ai eu l'expérience et ensuite, je me suis dit, je pourrais expliquer à 2 personnes, à 3 personnes, à 4 personnes. Ça a commencé à marcher, ils ont commencé à avoir des résultats et tout. Et puis, ça s'est développé. Mais aujourd'hui, je suis plus sur la Côte d'Ivoire et je ne peux plus me permettre en fait de donner les mêmes conseils tout le temps à différentes personnes. J'ai essayé une version livre qui s'est vendue à 280, 300 exemplaires et des versions e-book que j'ai envoyées, mais je n'étais pas satisfait. Toujours dans l'amélioration, je me suis dit qu'il fallait que je crée, un modèle qui est beaucoup plus, qui serait beaucoup plus intéressant, beaucoup plus pertinent. Donc, j'ai monté en fait un site web de e-learning où je stocke d'abord des blogs, je fais des blogs, j'écris des articles et aussi je partage des e-books. Donc, il y a un e-book qui est gratuit en ce moment sur le site que vous pourrez visiter justement, qui est un peu là. Donc, cette plateforme-là est une plateforme de e-learning. Bon, je sais qu'en ce moment, peut-être beaucoup de personnes ne l'utilisent pas, ne sont pas encore familiers au e-learning, mais j'ai eu déjà des personnes qui ont réussi à suivre les cours en ligne, qui ont réussi à regarder chaque vidéo. En fait, j'ai enregistré des vidéos. J'ai moi-même acheté une formation pour apprendre à maîtriser PowerPoint. Donc, j'ai réussi à le faire, à apprendre à enregistrer ma voix, à faire des montages et j'ai mis toute ma formation en ligne. Donc, elle est disponible. Et puis, il y a aussi, vous pourrez cliquer, quand vous allez recevoir les documents, vous pourrez cliquer ici sur le nom du blog et pouvoir aller télécharger gratuitement le e-book. Depuis, il y en a 50 ou 60 personnes qui ont téléchargé et dedans, il y a des conseils encore plus pratiques. Donc, au-delà de ça, j'ai aussi une association qui s'appelle Entrepreneurs Engagés. Et notre projet principal, c'est de se fédérer, c'est-à-dire tous ceux qui ont ce désir de devenir des marques, de se mettre ensemble et puis de créer un média. Qu'on va piloter ensemble, mais qui va permettre, en fait, pendant que la personne se concentre sur son produit, se concentre sur sa vision, ses aspirations, qu'il laisse ce partenaire-là où il sait qu'on peut travailler sur sa communication et gagner de l'argent. Mais pourquoi une association? Parce qu'au-delà de l'association, au-delà de gagner de l'argent, on peut aider des communautés. Aujourd'hui, ce n'est pas normal que dans des pays, il y ait des entrepreneurs et puis à chaque fois, on se plaint de l'État. Aujourd'hui, il faut que les nations qui sont bâties, qui sont devenues très puissantes, comme les États-Unis, le Nigeria et bien d'autres pays, se sont focalisés sur les entrepreneurs. Quand j'écoute tout ce qui se fait aujourd'hui en termes de séminaires, de conférences dans le monde, ça parle des entrepreneurs, mais ça parle aussi des populations, de l'environnement, de la lutte contre la pauvreté, de l'accès à l'éducation, l'accès à l'eau potable, l'autonomisation des femmes. Et donc, c'est tout ça que nous nous engageons à promouvoir à travers ces médias. Donc, on prépare une levée de fonds. Donc, ça sera un appel à des personnes qui
veulent, voilà, qui veulent aller loin, qui peut-être à eux seuls ne pourraient pas se payer les services d'une agence de communication de pointe que je conçois depuis 2008. Maintenant, ça fait environ 12 ans que je travaille sur ce projet. Et là, aujourd'hui, je pense qu'on est sur le point culminant. Et voilà, donc l'association a été créée en Europe, en France. Et ça continue, on continue de travailler. Et sur le courant des 6 mois qui arrivent, nous allons lancer ce média-là et puis nous focaliser pour mettre en lumière le bien-être qu'on peut apporter aux populations, à aider les entrepreneurs à monter leurs projets sociaux, à monter leurs projets d'engagement et puis à se faire connaître. Voilà, parce que, comme on le dit, on est béni pour bénir des multitudes. Donc, si on partage autant nos compétences, c'est parce que justement, on veut que ça se multiplie dans chacun de nous et puis que ça puisse apporter un plus. Voilà. Donc, la formation est en ligne. Voilà, la formation est en ligne. Je ne vais pas déborder. La formation est en ligne et puis il y a une promotion de 40% pour tous ceux qui cliquent pour la période de lancement. Donc, vous l'aurez à 15 000 francs, c'est 12 vidéos. Et ce qui est bien, c'est que dès que vous avez accès, c'est à vie. Donc, à chaque fois que je fais des séminaires, je les enregistre et je les mets là-bas. Donc, du coup, vous avez, voilà, vous avez des mises à jour régulières, vous avez des quiz, des questions, des partages de thèmes, de thématiques et tout. Voilà, donc, vous pourrez le faire. Voici, j'ai un peu présenté rapidement. C'est tout ce que je voulais dire. Et merci encore à Dominion Mandate. Parce que pour ceux qui font partie de cette vision-là, moi, je suis convaincu que vous avez reçu un appel qui est fort et il faut le déployer. Il faut le déployer. Comme on le dit, tout ce qui se partage se multiplie. Voilà. Merci infiniment, MacArthur. Merci, que Dieu te bénisse. Et je pense que cette plateforme est la bienvenue, cette plateforme de e-learning que tu as créée, ça devient un peu comme une plateforme de formation permanente pour les entrepreneurs. Et donc, c'est une aubaine que nous devons saisir. Nous n'avons pas tous les moyens d'avoir une agence pour pouvoir booster nos activités, tu l'as dit. Et je pense que c'est une chance, c'est une aubaine qu'on ne doit pas rater. Et merci infiniment pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras pour former les entrepreneurs africains et qu'ils puissent être assez compétitifs sur l'échiquier international, parce que c'est ça aujourd'hui ton positionnement. Tu es à l'étranger, tu vois tout ce qui s'y passe et tu as envie de faire quelque chose tu as envie de faire quelque chose pour les entrepreneurs africains. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Et comme tu le dis, tout ce qui se partage se multiplie. Merci d'avoir obéi et merci de mettre cette plateforme de e-learning à la disposition des entrepreneurs africains. Et donc, tout à l'heure, je vais prendre les références que je vais partager dans le grand groupe Facebook Dominion Mandate Tribe, ainsi que dans le groupe des abonnés, le groupe Telegram, pour que tout le monde puisse visiter la plateforme de e-learning et se former. C'est très important d'investir en soi, c'est très important. Celui qui veut aller loin, voilà, ménage sa monture, et donc ménager sa monture aussi, c'est-à-dire c'est investir aussi en soi. Investir en soi pour que lorsque nous décidons de monter, à un moment donné, on ne soit pas bloqué. Et que Dieu te bénisse. On va faire la prière de fin, dire merci à tous les milliardaires connectés, à tous ceux qui sont venus voir ce qui se passe au niveau du Dominion Mandate Tribe. Le Dominion Mandate Tribe, c'est une communauté qui fonctionne sur le modèle de l'abonnement. Donc, il y a l'abonnement mensuel qui est de 7 000 francs et l'abonnement annuel qui est de 70 000 francs. Donc, vous choisissez l'une des formules. Il y a de nombreux avantages, à part les webinaires que nous avons souvent avec des guest speakers nationaux ou étrangers, des guest speakers francophones ou anglophones. Il y a d'autres opportunités qui se pointent à l'horizon, comme des possibilités de financement, de voyage, de financement d'études, un compendium qu'on va mettre en place qui va recenser toutes les compétences des membres de la communauté. Il y a également un programme d'affiliation qui permettra d'avoir de l'argent pendant qu'on fait rentrer des personnes au sein de la communauté. Il y aura des partenariats avec des enseignes stratégiques qui feront que vous bénéficierez de réductions lorsque vous irez auprès de ces enseignes-là pour les services. Et il y a vraiment d'autres avantages. Et c'est une plateforme, c'est une communauté qui a pour mission, dont la vision est de faire la promotion du Dominion Mandate. C'est ce que Dieu nous a laissé comme mandat, comme instruction en Genèse chapitre 1, verset 28. Et c'est ce que Jésus vient
continuer lorsqu'il demande que nous fassions de toutes les nations des disciples. Merci d'avoir suivi cette session. Merci, MacArthur. Que Dieu te bénisse, que Dieu continue de t'élever, qu'il te distingue en terre étrangère où tu es aujourd'hui, qu'il bénisse ce projet, ce très beau projet que tu as pour les entrepreneurs africains. Aujourd'hui, tu n'es pas ici en terre africaine avec nous, mais là où tu es, tu as à cœur de nous aider, tu as à cœur de booster tes frères et sœurs. Que Dieu bénisse ce projet-là et qu'il puisse te distinguer là où tu es. Et que Dieu bénisse tous les milliardaires présents, que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont venues se joindre à nous. Merci pour ce que vous faites, que Dieu bénisse vos familles, qu'il bénisse l'œuvre de vos mains, qu'il bénisse chacun de vos projets, que le Saint-Esprit continue de vous guider dans toutes les décisions que vous prendrez et que les anges vous gardent, que le feu de l'Éternel entoure vos différentes maisons, que cette nuit soit paisible et que la journée de demain soit une journée de bénédiction, soit une journée remplie de bonnes nouvelles et que nous puissions partout continuer à influencer nos différentes sphères d'influence pour le Seigneur, parce que c'est ce qu'il nous demande que nous puissions faire de toutes les nations des disciples. Alors, tous au travail, que Dieu vous bénisse et passez une excellente nuit. Merci à tous. Merci, MacArthur. De rien, c'est moi qui vous remercie. Merci. Au revoir. Au revoir.